Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue. Il fait chaud chez nous, il fait un super soleil comme vous le voyez. Donc c'est Plein magnifique. soleil à Namur. Bonjour Comment? Martin. Bonjour Plein soleil à Martin, Namur. bienvenue chez nous. Oui, parce que là on croyait que j'étais en Californie. Donc bienvenue à tous, l'Ardèche toujours au soleil, le Gard, grand soleil. Christophe qui nous salue, Christophe Lamaison, bonjour Christophe. Bossens dans les Hautes-Pyrénées, grand soleil, joli soleil à Paris. Julien qui nous salue, salut la compagnie, salut Julien, salut au pays de Fénélon, l'Espelette, ça fait plaisir d'entendre parler d'Espelette. Nathalie du Médoc, il fait chaud, le bonjour de Vendée, Pays Basque. Fred, je te laisse prendre le relais parce que je suis en train de caler un truc sur le PowerPoint, mais Bien sûr. Alès, Bergerac. Bergerac, beau temps et soleil. Esquile de Guérande, je ne sais pas si tu avais dit. Oui, j'avais vu Karine passer, bravo Karine, merci d'être là encore. Thierry du Pays Basque, bonjour du Pays Basque à Saint-Pé. Grand soleil à Château de Tourelle. Bonjour à Guadeloupe. Milieu Bonjour aussi au Marc soleil. voisin, bravo. Merci les Catalans d'être ici. Enfin, les Catalans, chez nous Catalans, c'est qu'on soit né ici ou qu'on soit d'adoption, il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, merci d'être là. Hello du Nord. Bonjour Livernon de dans le Lot. Vas-y Fred, pardon. Apparemment, il fait soleil partout aujourd'hui. Ouais, Alors, un ciel bleu, mer calme. à Oléron. Nancy avec un méga soleil. Attention au coup de soleil, hein, vous n'êtes pas habitués. Vallée de 16 dans la Provence occitane avec nous. Ben, bravo, merci Yann d'être parmi nous. L'île de Ré, le soleil. Très beau temps à Bayonne. Mais on se moque de Nancy. Mais non, Catherine, pas du tout. Non, 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 non. On reviendra avec plaisir à Nancy d'ailleurs. La Clavette à La Rochelle. Beaucoup, beaucoup de soleil du Dauphiné, de La Rochelle, d'Anjou. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Et je vous remercie personnellement de tous les messages que vous nous avez adressés suite au webinaire d'hier et au webinaire précédent, que certains m'ont adressé en direct. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous encourage à continuer. Hein. Il faut tenir parce que ça va être long, mais on va mettre à profit tout ce temps pour que nos amis de Grenoble et puis de Dôme que je vois passer, de la Somme, de Vannes, ben voilà, que vous toutes et tous vous puissiez profiter de ces partages d'expertise, d'expérience et que ça vous soit utile pour redémarrer parce qu'on va redémarrer, le soleil est de bon augure aujourd'hui. Donc il est 10h05 et bah, écoutez, merci Yann, ça nous fait plaisir de vous apporter cette aide en tout cas et c'est vraiment pour nous une vraie motivation. Bonjour de Paris. Bonjour de l'Anjou, bleu aussi sous le soleil, du Pont du Gard. Merci vraiment, c'est un grand, grand plaisir de vous accueillir tous les jours. Le replay qui est prévu, j'en reprofite pour saluer nos amis du Québec, nos cousins du Québec qui nous regardent souvent l'après-midi. Donc vous pouvez les saluer aussi, n'hésitez pas, je crois qu'ils verront passer, bon, peut-être ils ne verront pas les conversations, mais en tout cas ils verront que vous les avez salués. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est un sujet qui est un sujet qui souvent est un peu repoussant parce qu'on va faire des mathématiques un petit peu, on va essayer de comprendre quelques règles de calcul, on va mixer ça avec certaines notions qui sont propres au digital, au marketing, donc ne vous inquiétez pas, on va faire ça pas à pas. Alors le but, c'est pas que vous ressortiez de là avec enfin, tant mieux si vous ressortez de là avec une expertise totale, mais il faut que vous abordiez ces webinaires comme une première inflexion, une première impulsion, une première respiration, quelque chose qui vous donne, qui vous sensibilise. Après, vous allez voir qu'inconsciemment, le travail va se faire dans votre tête et puis vous allez recaler tout ce qu'on a pu échanger avec vous et nos conférenciers. Tout ça va se recaler, va s'ajuster à votre situation propre, à votre capacité de faire. Et puis, très progressivement, vous allez vous rendre compte que vous avez assimilé ces concepts, vous les avez mis en pratique, et puis vous allez devenir
assez familier de ces concepts. Donc, l'essentiel, ces règles, elles peuvent être communes, mais ce qui est très important, là où vous allez faire la différence, c'est quand vous allez adapter ces règles, appliquer ces règles à votre situation. Donc, pas d'inquiétude, vous allez voir, on va y aller pas à pas, ça va être très, très schématique. Et encore merci d'être aussi nombreux à y participer. Et je finis par saluer nos amis de Dombes, dans l'Ain. Donc, les actualités du jour pour commencer. La première, j'ai voulu le souligner parce que c'est quand même les gens qui, la Deutsche Bank et nos voisins allemands, qui sont d'une très grande rigueur financière. Mais là, en revanche, la Deutsche Bank aujourd'hui a publié une note où elle encourage vraiment les États et les collectivités de toute l'Europe à prendre des mesures très très fortes pour relancer efficacement l'activité touristique, se basant sur la fin d'un confinement avant l'été, évidemment. Ça, c'est l'indication de l'analyste de la Deutsche Bank en disant il faudra que les voyageurs et que les États acceptent que les voyageurs partent avec des risques acceptables. Alors évidemment, pour la Deutsche Bank et tout un tas d'analystes, ce sera d'abord sur un marché local. Quand on parle de partir, c'est au moins quitter son appartement, sa maison, son jardin, son confinement et prendre sa voiture, rarement l'avion, rarement le train, en tout cas dans les premiers temps, et pouvoir partir pas loin de chez soi dans des vacances avec ce qu'ils appellent un risque acceptable. Donc un encouragement très fort, j'ai envie de dire, des gardiens de l'orthodoxie financière. Donc on espère toutes et tous que les gouvernements et les collectivités qui ont déjà entendu les messages, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail dans les comités de filière à l'heure actuelle, mais en tout cas aillent dans ce sens. Deuxième information, elle est importante, c'est le gouvernement anglais, mais qui a fait un peu tort d'Airbnb, même si Airbnb ne le reconnaît pas forcément, sur le fait que certains propriétaires s'étaient lancés à l'occasion des vacances, à habiller un petit peu des accueils de clients dans ce qu'ils appelaient des adresses de confinement. Alors, du coup, Airbnb a pris une mesure radicale. Ils ont bloqué carrément les plannings de réservation des résidences en Grande-Bretagne. Il est probable que cela s'étende sur le reste des pays européens, en tout cas des pays touchés par le coronavirus, à l'exception des adresses qui rentrent dans le programme qu'a lancé Airbnb, qui encourage les propriétaires à mettre à disposition leurs hébergements pour les personnels soignants ou certaines professions qui sont encore obligées de se déplacer pour des raisons de devoir de secours, de santé ou autre. Donc ça, c'est une mesure forte qui répond aussi à un point qu'on a abordé hier, à savoir est-ce que ces plateformes doivent toujours proposer de la disponibilité aux voyageurs pendant les périodes de vacances alors qu'il est interdit de circuler. Et on verra que ce débat s'élargit aussi pour les prochaines saisons estivales. Troisième information qui va aller dans le sens de tout ce qu'on dit, c'est un professeur, Lin-Chi Kwok, d'une université polytechnique en Californie, qui a dit nous, sur les projections qu'on commence à faire, on considère que les hébergements qui vont l'emporter lors de la reprise seront les hébergements marchands, donc chez les maisons d'hôtes, chez les campings, chez les hôtels, chez les gîtes, ceux qui ont une dimension marchande, on en a parlé hier, et plutôt dans les zones rurales. Et donc, il constate aujourd'hui des mouvements de réservation ou d'intérêt de réservation sur des dates de pré-réservation de 27% en plus sur les zones rurales, de 17% sur ce qu'on appelle le suburbain, donc les zones qui sont périphériques aux grandes villes, et en revanche, une baisse de 12% sur l'urbain. Sauf que ça, c'est important aussi de le signaler. Sauf que les chercheurs, quand on approfondit leur analyse aussi, disent attention, les hôtels devraient, dans les zones urbaines, récupérer une partie de la clientèle qui, jusqu'à présent, les avait délaissés pour aller dans plutôt de l'appartement, dans du locatif. Et donc, leur prévision, c'est une augmentation du revenu par chambre des hôtels grâce à un taux de remplissage meilleur qui sera lié au fait qu'ils estiment, ils analysent aujourd'hui, ils prédisent qu'une partie de la clientèle qui est attachée quand même à partir en vacances en zone urbaine ira plutôt dans de l'hôtellerie, donc dans du secteur marchand. Voilà, donc ça, ce sont des informations plutôt positives que je voulais vous faire partager. Alors évidemment, quand on dit ça, on se dit oui, mais alors ça veut dire que les gens qui font du locatif risquent de devoir de rencontrer des difficultés. Oui, probablement. C'est effectivement un des scénarios sur lequel on est aujourd'hui on planche et on s'est positionné depuis 3 semaines et c'est effectivement ce qui est en train vraisemblablement de se jouer dans l'esprit des consommateurs et probablement dans l'esprit des autorités. Je rappelle que nous aurons demain un webinaire important avec beaucoup de patrons de territoires ou de représentatifs des territoires au sujet des bonnes idées des DMO. Donc, je vous invite vraiment à continuer à suggérer vos idées, vous, en tant que professionnel, en tant que DMO. Et demain, il y aura, vous verrez,
des invités importants qui viendront débattre avec vous de ce sujet parce que c'est un sujet important qui a fait une petite polémique, on n'y reviendra pas dessus, mais pour l'essentiel, 99% des DMO sont vraiment positionnés pour s'adosser aux professionnels ou en tout cas pousser l'industrie et les professionnels des destinations. Webinaire, je passe très vite sur le mode d'emploi. On rentre directement, vous pouvez poser vos questions, c'est Frédéric qui les récupère. Comme je suis en présentation de ce webinaire, donc je n'aurai pas le temps de lire tous les commentaires, mais c'est Frédéric qui va le faire. Donc on va parler de retour sur investissement, d'action marketing. J'ai essayé de vous ramasser le maximum d'informations et de méthodes schématiques, pédagogiques, très très simples. Alors c'est pour ça que je les réduis au nombre premier, pour que ça soit accessible à tout le monde et que l'on soit un camping, que l'on soit un gîte, que l'on soit une maison d'hôte, que l'on soit un hôtel familial indépendant, que ces méthodologies-là vous soient accessibles et que vous puissiez évidemment les transposer à votre business. Alors évidemment, je vais vous éviter les acronymes, les REVPAR, les GOPAR, ce genre de choses qui sont ce qu'on appelle des indicateurs clés de la performance en matière d'hospitalité, d'hôtellerie et d'hébergement. On va rester sur du concept et on approfondira, si vous le souhaitez, sur ces concepts dans un autre webinaire. Quand vous abordez la question de vos campagnes marketing ou de vos coûts de distribution, en réalité, on est vraiment sur des questions basiques. C'est quoi, je fais quoi, ou je vise quel objectif. Donc ça, c'est vraiment la vue globale, d'où je pars, quel objectif je veux atteindre, qui je vise, puisque c'est défini en fonction de mon objectif, ça me permet de savoir qui je vais viser, quand est-ce que je vais viser ces gens, combien je dois investir et combien ça doit me rapporter et comment je dois y aller. Frédéric présentera un webinaire la semaine prochaine sur le détail de l'organisation de vos campagnes, qui va ramasser tout ce qui s'est dit jusqu'à présent avec des gens comme Jean-Jérôme, avec le Studio Plune, avec donc Alexandra et Benjamin, et qui donc vous repartira avec vous sur comment j'organise mon plan de campagne. Là, on n'est plus sur comment je calcule, comment j'évalue mes campagnes. Donc le quoi, d'abord, on part d'où? La première chose, j'ai fait 2 scénarios. Je me suis mis à la place de quelqu'un qui a 5 chambres, donc on est plutôt dans un profil maison d'hôte, et quelqu'un qui a plutôt 20 chambres, je suis plutôt dans un profil d'hôtelier ou de camping. Alors, je n'ai pas fait tous les cas de figure, ne m'en voulez pas, parce qu'effectivement, il faudrait rentrer dans beaucoup de détails. Donc, la première chose, je pars de mon inventaire. Mon inventaire, c'est ce qui va me permettre de produire mon revenu, le revenu de mon couple, si je suis en maison d'hôte, ou de mon entité de gestion de ma maison d'hôte, ou de mon hôtel ou de mon camping. Donc ça, c'est mon inventaire, c'est la base. Ensuite, je vais définir mon taux d'occupation. Donc, le TO, c'est taux d'occupation. On sait qu'une maison d'hôte, elle va ouvrir 110 jours, un gîte, il va fonctionner 9 semaines ou 16 semaines. Et puis, on va avoir un hôtel, on sait que les taux d'occupation moyens sont de l'ordre de 60%. Donc ça, c'est, on va dire, en tant qu'exploitant, ce que je définis comme premier métrique pour calculer ensuite mon potentiel. En disant, ben, moi, mon potentiel de vente, sauf si j'explose des compteurs, mais compte tenu de mes périodes d'ouverture, compte tenu de ce que j'ai constaté sur les années précédentes, de ma concurrence, de ce que je constate au jour le jour, c'est à peu près 550 jours potentiellement, et c'est 220 jours d'exploitation par un nombre de 20 chambres, où j'aurais pu dire c'est 20 chambres fois 365 fois 60%. À partir de là, ça me permet, en fonction du prix moyen de mes unités, de définir ma cible de chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, je fais 550 jours d'exploitation qui correspondent à 30 jours de taux d'occupation avec un prix moyen de 90 euros. 112 euros si je suis un hôtelier, c'est le prix moyen de 3 étoiles aujourd'hui, de 3 étoiles en France. Et là, donc, je tire mon objectif de chiffre d'affaires prévisionnel. Encore une fois, chacun l'adapte à sa situation, à sa saisonnalité, mais au départ, c'est qu'est-ce que je suis capable de produire, qu'est-ce que je suis capable de vendre, en tout cas, qu'est-ce que je cible comme vente. Là, je vais définir mon niveau de charge. Alors, qui lui, vous allez me dire d'où vous sortez ce niveau de charge? Ben, il tient compte de vos frais fixes, il tient compte de vos loyers, de vos amortissements, il tient compte des ratios qu'on peut constater sur les exploitations de type hôtel ou chambre d'hôte. Et donc, je vais pouvoir définir mon résultat avant impôt qui va correspondre pour certains à mon revenu d'exploitant de maison d'hôte avant les impôts ou en fonction de l'abattement, en fonction du statut sur lequel j'exploite aussi, tout ça s'adapte à votre situation et le résultat d'exploitation de mon établissement hôtelier, sachant que peut-être ici, il y a une partie de mon salaire en tant qu'exploitant ou de gérant ou pas. Voilà, donc ça c'est mon point de départ. On part toujours de données chiffrées, on ne part pas dans l'idée de se dire, tiens, ça serait bien que je fasse une campagne comme ça. Donc, on part de cette idée-là. Ensuite, quand on reprend ce tableau, vous allez dire, ben moi, en fonction de mes métriques,
je veux que mes campagnes agissent sur, elles aient un effet de levier sur quoi? Par exemple, est-ce que mes campagnes doivent avoir un effet de levier sur mon taux d'occupation? On va voir que si c'est l'axe que je choisis, d'augmenter mon taux d'occupation, le type de campagne que je vais faire, le niveau d'investissement que je vais lancer va être différent de je veux, par exemple, augmenter mon chiffre d'affaires. On sait très bien que l'augmentation du chiffre d'affaires ne va pas forcément dépendre du taux d'occupation. Si je décide, par exemple, demain de lancer des produits à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des packages avec des repas gastronomiques, avec des massages qui augmentent la valeur par nuitée que je vais vendre, je vais pouvoir avoir un impact positif sur mon chiffre d'affaires sans forcément augmenter mon taux d'occupation. Ou alors, je veux aussi avoir un levier qui ait pour effet de réduire mes charges, notamment mes coûts de distribution. En disant, plus je vais faire de campagnes et je vais faire des campagnes bien inspirées, bien investies, moins je vais dépendre de mes autres distributeurs, en l'occurrence les OTA, et donc mon taux de commission, ma dépense de commission va baisser et je vais avoir une meilleure rentabilité au final sur mon exploitation. Donc, il y a d'autres leviers, mais évidemment, les principaux leviers sur lesquels, à un moment donné, en étape 2, on réfléchit, on dit d'où je pars, sur quel levier je veux agir, ce sont ceux-là. On va voir ensuite qu'on va rentrer dans le détail sur comment j'organise ou quel type de campagne je fais et qu'est-ce que je calcule pour pouvoir organiser mes campagnes. Donc, vous devez partir toujours de votre objectif général. Votre objectif, il peut être simple, augmenter mon taux d'occupation, augmenter mon revenu, baisser mes charges, ou on peut avoir les 3 objectifs. Donc ça, c'est à vous de vous organiser, de vous acclimater à la logique des campagnes pour pouvoir décider au départ, si vous utilisez un levier, vous visez un levier, 2 leviers ou 3 leviers. Frédéric, tu n'hésites pas à m'interrompre si déjà à ce stade, il y a des questions. Non, c'est bon pour l'instant. Très bien. Donc, quand vous avez défini un objectif, j'ai envie de dire, un objectif égale une campagne et une campagne égale un objectif. Quand vous lancez une campagne, quel que soit le support que vous allez utiliser, la campagne, elle doit servir un objectif précis. Je veux augmenter mon TO, mon taux d'occupation à un instant T. Je veux augmenter mon niveau de revenu à un instant T. Je veux réduire pendant cette période-là, par exemple sur la haute saison, je veux être moins dépendant des OTA et donc, ou sur la moyenne saison, et donc je veux réduire mon niveau de charge par rapport aux OTA. Donc mettez-vous bien ça en tête parce que ça vous permet d'avoir ensuite des idées très claires pour savoir quelle campagne vous lancez, combien vous allez investir dessus et surtout ce que vous attendez de vos campagnes. Donc le quoi, j'ai envie de dire, il y a le bis. Alors le quoi bis, c'est que vous avez 2 types de coûts marketing. Et ça, c'est vraiment important. Donc quand on regarde votre compte d'exploitation, vous regardez le total de vos charges, vous avez vos charges fixes, votre loyer, vos frais, vous avez vos charges variables, vos coûts liés à la blanchisserie, au nettoyage, tout ce qu'on appelle le F&B, donc tout ce qui est food and beverage, donc les boissons et l'alimentation. Et vous avez une autre catégorie de charges variables, c'est inclus dans les charges variables, je l'ai simplement distingué, mais ce sont vos coûts marketing et vos coûts d'acquisition client. Donc ce sont 2 coûts totalement différents là aussi, sur lesquels vous devez avoir une vue très claire, parce qu'on ne peut pas, en fonction de ces coûts, attendre les mêmes résultats. Donc je m'explique. Vous avez un premier coût de marketing qui est un coût lié à la visibilité de votre établissement. La visibilité, elle va se faire à travers, par exemple, votre cotisation que vous allez payer à votre office de tourisme, à vos cotisations auprès des DMO qui vont vous donner une visibilité sur des sites, sur des salons, sur des brochures. Vous allez faire vous-même, ici on le voit, vos petits flyers pour les distribuer pour ceux qui sont dans l'activité, où vous allez être présent dans des revues publicitaires, ou vous allez être présent dans des guides touristiques qui sont, il y en a de moins en moins, mais vous allez être présent par exemple dans des supports touristiques, des guides touristiques qui sont toujours lus. Là, on est dans ce que l'on appelle la visibilité. Et là, soyons clairs, on ne peut pas mesurer les retours. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les mesurer qu'il ne faut pas les faire. Pourquoi? Parce que la visibilité est un élément important, un investissement important qui concourt à terme à vous faire recevoir des réservations. Je reviens sur cette explication que je vous donnais lors de la démonstration sur les OTA, c'est de dire, vous voyez, le parcours du visiteur, avant de venir réserver chez vous, il passe par plein d'étapes. Il passe par des étapes de séduction, par des étapes d'information, par des étapes de recherche de prix. Et donc, la première étape, c'est la visibilité. Donc, il y a des acteurs qui vont vous donner de la visibilité et qui vont vous apporter de la réservation. Ce sont effectivement les OTA et ils vous le font payer.
à juste titre, hein, c'est un job qu'ils font et qu'ils font bien et qu'ils évaluent entre 17 et 20% de commission. Et puis, il y a des acteurs qui vont vous donner de la visibilité, souvent de la visibilité qualifiée. Prenons le site d'un guide, un guide touristique ou un livre papier, qu'il soit papier ou Internet, il a son public qui est très ciblé, qui est intéressé par la typologie de produits que vous faites. Si c'est un guide sur le sport outdoor, ben c'est un guide qui est forcément consulté, qui est forcément acheté par des gens qui sont intéressés par l'outdoor. Donc, vous avez un public qui a une forte visibilité, une forte qualification sur ce que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réserver parce qu'ils vous auront vu dans le guide, mais ça va concourir à leur processus de décision. Si vous êtes présent sur le site de votre office de tourisme ou de votre comité du tourisme, vous avez là aussi un public qui est moins massif que sur un OTA, mais les gens qui viennent sur le site de votre office de tourisme, ils ont tapé le nom de la destination, donc ils sont qualifiés, ils sont intéressés par votre destination et potentiellement par le fait que vous êtes présent dans cette destination. Un guide de voyage classique, routard, guide rivage, sont des gens qui ont leur public et donc qui vont être sur une verticale où ce public-là va avoir de l'intérêt, va être sensibilisé à ce qu'il voit chez vous. Donc, on est bien dans une logique de visibilité, mais pas de transformation immédiate. Pour autant, il ne faut pas disparaître de ces éléments, de ces supports de visibilité. On va voir pourquoi. Donc, on a vu qu'il y avait la visibilité qui n'est pas mesurable, mais qui est nécessaire. Et ensuite, il y a les investissements marketing qui sont liés à de la conversion et qui, eux, sont forcément des investissements qui doivent être absolument mesurables. Chez ces supports, le premier, on n'arrête pas de le dire, c'est d'abord votre site Internet. Donc, le site Internet, ce que vous allez investir dans votre site pour le concevoir, pour l'héberger, pour le faire référencer, pour le faire connaître, pour générer du trafic dessus, ne serait-ce que tous les coûts que vous devez additionner sur ce que vous coûte votre site Internet, vous allez vous rendre compte que votre site Internet, vous allez pouvoir mesurer l'efficacité de ce site Internet et donc de ce qu'il vous rapporte. Excusez-moi, mais j'aurais dû débrancher mon téléphone, donc il n'y a pas de problème. Attendez, là on insiste, donc je vais directement éteindre mon téléphone. Je suis désolé pour ce. Oh là là, pardon, et voilà. Vraiment toutes mes excuses pour ce contretemps. Hop, et voilà, on y est. Je suis désolé. Pas d'urgence. Donc, pardon. Donc, votre site Internet, il y a un coût. Il y a un coût, évidemment, la conception. Et puis, on sait très bien que dans certains cas, bon, votre coût du moteur de réservation aussi, tout ça, vous devez l'intégrer. Et toutes les campagnes, on va le voir, sur lesquelles vous allez investir pour générer du trafic vers votre site Internet. Deuxième axe, ce sont toutes les campagnes, justement, que vous allez faire sur les réseaux sociaux. On en a parlé ces jours-ci. Il va falloir faire de la publicité, notamment la publicité locale, parce que le marché de reprise va être un marché local. Et par conséquent, il va falloir emprunter les meilleurs médias payants pour faire de la campagne sur ces réseaux. Alors ça, c'est de la publicité payante. On a vu ça avec Jean-Jérôme sur Facebook. On en a parlé également avec Alexandra et Benjamin sur Google My Business. Mais vous pouvez aussi avoir des coûts liés aux réseaux sociaux qui ne sont pas forcément des coûts publicitaires. Si par exemple, vous faites appel à une agence qui vous aide à concevoir du contenu, à piloter votre contenu. Donc tout ça, effectivement, c'est un coût qu'il faut rentrer dans vos calculs de conversion. Vous pouvez, alors on dit Open, là c'est une enseigne, vous adhérez à un réseau qui a une centrale de réservation, vous êtes un hôtelier, vous payez des royalties tous les ans pour ce réseau, vous payez des commissions à la centrale de réservation de ce réseau, ça rentre dans vos coûts de conversion et vous devez les estimer régulièrement. Puis vous avez évidemment, pour ceux qui se diffusent sur les OTA, vous avez le coût lié à la conversion de vos réservations en provenance des OTA. Celui-là, on le connaît et on est capable de le mesurer assez rapidement. Donc, gardez bien en tête que vous avez deux types d'investissements, petite séparation ici, parce qu'en général, on sait que les coûts liés aux investissements de visibilité non mesurables doivent aujourd'hui se situer entre 20 et 30% de votre budget de communication ou de votre budget de distribution. Et le reste, évidemment, doit être investi sur les opérations qui sont liées à la conversion et qui, par conséquent, sont parfaitement mesurables. Donc, la question, c'est qui et quand je dois toucher. Maintenant que je sais à peu près vers où je dois aller, c'est qui et quand. Alors, quand on parle de campagne, on va dire, par exemple, je prends ma saisonnalité, là, on est sur un profil d'opérateur qui fonctionne plutôt l'été. On pourrait avoir des courbes différentes et prendre un profil d'opérateur qui est plutôt sur les zones de montagne. Les premiers que je dois absolument
atteindre, ce sont mes clients qui vont devenir des répéteurs. Alors, évidemment, je ne vais pas vous la refaire. On sait très bien qu'un client qu'on a déjà gagné, il coûte moins cher à refaire venir. Mais donc, c'est sur eux en priorité qu'on doit se concentrer. Mes clients, je dois garder le contact avec eux avant et après la saison. En pleine saison, ce n'est pas la peine, ils sont chez moi, donc ça ne sert à rien d'en rajouter, d'investir des tonnes. Les supports que je dois privilégier vont plutôt être de la newsletter, donc, d'où l'importance d'avoir un fichier client, d'où l'importance de communiquer avec eux, que ce soit à travers des newsletters régulières ou des emails, ce qu'on appelle transactionnels, c'est-à-dire un par un, bon anniversaire, vous me manquez, ah, souvenez-vous, vous étiez là il y a 6 mois, on est ravis, etc., etc., etc. Et bien sûr, les réseaux sociaux, avec ce que Jean-Jérôme nous expliquait la dernière fois, c'est-à-dire je prends ma base d'emails de clients, je la mets dans Facebook et je demande à Facebook par rapport à mes profils de clients de me trouver des profils similaires. Et donc, je me dis, si ça a intéressé mes clients par rapport à ces affinités-là, ça vaut le coup que je communique auprès des profils similaires. Mon objectif pour mes répéteurs, c'est d'abord de garantir mon taux d'occupation à un bon niveau de revenu. Mes clients ne sont pas des gens qui vont demander à casser du prix. Donc, je vais, rentrer de la réservation assez tôt pour sécuriser mon planning. On parle bien du temps normal, on parlera du Covid tout à l'heure. Et deux, je veux générer du revenu avec mes clients parce que je sais que leur taux d'annulation est quand même très faible en temps normal. Et donc, ils vont pouvoir payer une partie maintenant où je sais très bien que le taux d'annulation chez ces clients-là sera relativement bas, de l'ordre de 12% ou 8%, alors que des taux d'annulation venant des OTA peuvent dépasser les 50%. Mon potentiel, c'est que sur mes clients répéteurs, quand c'est bien fait, je peux générer jusqu'à 21% selon le Relevancy Group, de mes réservations trimestrielles. Donc ça, c'est important de se dire, voilà, là, j'ai un premier paramètre où si je me programme des campagnes à travers des supports qui ne sont vraiment pas onéreux, comme les newsletters, envoyer une newsletter à 1000 personnes, ça coûte 5 euros. Donc, vous imaginez, avec un taux de confirmation qui est de l'ordre, un taux de conversion de 21%, là, ça vaut le coup, alors sans les inonder, de privilégier d'abord ce type de support. Donc ça, c'est un premier axe. C'est dans le J'ai une première question là, Bruno, si oui, tu veux bien. Par rapport aux emails, avec toutes les contraintes RGPD, est-il encore pertinent de parler et ou envisager de campagnes emailing transactionnelles? alors absolument, oui, puisque la RGPD, c'est pas une interdiction, c'est simplement une protection pour le consommateur qui, lorsqu'il a accepté, acquiescer à vos campagnes emailing, notamment, vous le voyez quand vous êtes sur les moteurs de réservation, on demande aux gens s'ils acceptent ou pas d'être contactés par vous. À partir de là, tant qu'ils ne refusent pas de recevoir vos messages, vous êtes parfaitement dans la règle. Après, Si je peux juste ajouter qu'on peut toujours écrire à un client et lui proposer une offre similaire qui lui ait donné le consentement ou pas. oui, alors il y a ça, effectivement, mais la bonne pratique en tant que commerçant, effectivement, la RGPD, c'est que si votre client ne vous a pas donné signe de vie depuis 1 an et demi, bon voilà, allez-y mollo parce que ça peut effectivement générer, à partir de là, sur la base de l'entretien et de la durée de vie de vos bases, ça peut générer du contentieux. Mais clairement, c'est à travers votre fichier client et on vous invite à constituer du fichier client, voir, et c'est ce qu'on verra demain avec les DMO, à partager des datas avec les DMO, c'est-à-dire à ce que les DMO qui, eux, ont souvent des gros fichiers clients, poussent vos offres auprès de leurs clients. Ça, c'est une deuxième étape qui a de l'intérêt, notamment pour gagner, c'est la deuxième catégorie, de nouveaux clients. On a vu mes clients habituels, mes répéteurs, à qui je peux faire des campagnes en disant venez chez nous, auprès desquels je peux faire des campagnes en disant offrez des cartes cadeaux à vos parents, à vos amis, auxquels je peux demander de faire de la recommandation dans le réseau. Donc, je peux trouver beaucoup d'axes de communication à travers des newsletters, des réseaux sociaux pour toucher mes clients et mes amis. Mes nouveaux clients, c'est des gens que je veux absolument atteindre parce que je veux renouveler mon fonds de commerce. Je veux ne pas me trouver uniquement dépendant de mes clients répéteurs parce que je peux perdre des clients. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec l'émergence d'offres un peu à tous les niveaux, le niveau de fidélité des clients a tendance à baisser. Les gens changent un peu de destination, changent de type d'hébergement. On a des études aujourd'hui qui montrent que, par exemple, 40% des gens qui ont réservé sur Booking une location de vacances vont, dans le même temps, réserver un hôtel. Donc, on voit bien qu'il y a maintenant un passage assez net entre les différentes catégories d'hébergement, entre les destinations, et à plusieurs fois dans l'année. Donc, garder des clients en soi,
les fidéliser, ça reste toujours compliqué, mais c'est un gros investissement qu'il faut faire, il ne faut pas hésiter à faire. Mais il faut surtout travailler à la conquête de nouveaux clients. Ces nouveaux clients, ils sont plutôt sensibles à des annonces early bird. Donc, ce sont des clients que vous allez devoir attirer, pas forcément avec de l'offre de prix cassé, mais il faut quand même qu'il y ait un bonus, on l'a dit et répété à plusieurs reprises. Les annonces early bird, ce n'est pas forcément je casse du prix, c'est tu réserves maintenant 2 mois, 3 mois d'avance parce que ma destination te plaît, ben voilà, on invite les enfants, on vous offre les petits déjeuners. Voilà, le bonus, c'est ça. Et donc ça, les clients sont plutôt sensibles à ce genre de communication que vous allez faire à travers les réseaux sociaux, essentiellement à travers les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de louer des fichiers de clientèle newsletter, ça fonctionne très peu, ils n'ont pas forcément d'affinité avec ça, et les réseaux sociaux vous permettent d'avoir sur ce type d'offre des cibles extrêmement précises pour pouvoir atteindre ses clients. Donc ça vous garantit, ces campagnes, elles ont vocation, l'objectif c'est je veux garantir mon taux d'occupation et évidemment, vous n'allez pas garantir 100% de votre taux d'occupation de l'été avec des campagnes early bird. Vous allez dire, je veux par exemple générer 8%, 10%, 20% de mon occupation de juillet-août ou juin-juillet-août avec ce genre d'offre. Donc ça, vous voyez la limite que vous allez poser du nombre de réservations que vous allez atteindre, on va voir comment ça se calcule, et vous voyez donc par conséquent le type de campagne que vous allez pouvoir lancer. N'hésite pas, Fred, hein, s'il y a des questions. Oui. Troisième axe, c'est les grands carrefours. Alors, les grands carrefours, c'est les fêtes, c'est les ponts. C'est un moment où je vais aller vendre des cartes cadeaux. Je vais aller vendre du retour chez nous en disant c'était super, on vous a vu pour les ponts de mai, on ne vous a pas vu cet été, mais si vous voulez revenir à la Toussaint. Bon, alors, ces choses ne sont pas toujours évidentes, mais vous savez, le marketing, c'est l'art de la répétition, c'est comme la pédagogie. Donc, il faut marteler, il faut être présent et il ne faut pas hésiter à travailler. Il ne faut pas dépasser une certaine limite, sinon vous créez de la saturation marketing. Idéalement, certaines nous disent toujours, mais il faudrait que je communique combien de fois auprès de mes clients. En réalité, ce n'est pas auprès de vos clients. C'est combien de fois vous devez communiquer sur vos différentes cibles. Si vous n'avez qu'une cible de clients et que vous leur envoyez une newsletter tous les mois ou toutes les 15 jours, vous allez les saouler parce qu'ils ne sont pas forcément tout le temps en train de penser à vous. Vous n'êtes pas un produit de grande consommation comme le Nespresso que les gens doivent recommander régulièrement. Donc, il faut communiquer souvent, mais à des cibles totalement différentes en fonction des objectifs différents. Donc là, sur les grands carrefours, on va essayer de vendre de la carte cadeau, on va essayer de vendre du séjour, du chèque cadeau, et ça vise clairement un objectif de revenu. Pourquoi ? Parce que si je vends la carte cadeau pour la fête des pères, je ne suis pas certain que ça corresponde à alimenter mon taux d'occupation pendant l'été. Et à la limite, j'ai envie de dire, je préfère même qu'ils consomment plutôt sur les ailes de saison. Donc, les communications grand carrefour, pont, fête des pères, fête des mères, Noël, Nouvel An, etc., etc. C'est plutôt par les newsletters. Vous allez d'abord toucher vos clients pour leur proposer aussi ce genre d'offres pour leurs amis, pour leurs parents, pourquoi pas avec un coupon de réduction parce qu'ils sont clients chez vous et que c'est un avantage, et puis par les réseaux sociaux. Donc là, ça peut viser jusqu'à 12% du revenu. Donc là, c'est pareil. Celles et ceux qui veulent approfondir leur stratégie je définis ma stratégie marketing, je définis mes objectifs financiers, vous avez des items, des critères, les 12% de revenus sont les chiffres qu'on constate aujourd'hui dans l'industrie en disant ben oui, ce genre de choses peut générer sur l'année jusqu'à 12% du revenu, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ensuite, je vais avoir des verticales. Alors, vous allez me dire, c'est quoi une verticale ? Si je pense à des maisons d'hôtes qui font des cours de cuisine, je pense à des maisons d'hôtes qui font des week-ends sommellerie, truffes, je pense à des amis en Dordogne qui font ça assez souvent. Ça, ce sont des offres qui sont propres à votre activité. Je ne vais pas toutes les définir, ça correspond à votre destination, votre savoir-faire, ça correspond à votre saisonnalité. Mais ce sont effectivement des produits qui sont plutôt des produits à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire là, vous n'allez pas viser le panier moyen à 90 €, vous allez viser des paniers entre 250 et 300 € parce que vous allez essayer d'attirer à la fois des clients réguliers, mais surtout des nouveaux clients qui sont en recherche de ce type de produit. Et donc là, il va falloir investir sur la publicité Google parce que c'est un produit que les gens, que des verticales, des niches de clients vont chercher sur Google, des niches de clients vont chercher à travers les réseaux sociaux comme Facebook, donc à travers de l'affinité. Et là, ce sont carrément des campagnes qui vont vous générer du revenu et du revenu à forte valeur ajoutée. Et ça peut représenter jusqu'à 10% du revenu de votre établissement. Donc, c'est vertical, que ce soit week-end yoga, week-end cuisine au canard, cueillette des fraises, que sais-je, n'hésitez pas. Ça, ce sont des choses qui vous permettent d'exister sur des nouveaux types de clients avec une génération de revenus assez importante, quelle que soit la saison d'ailleurs. Donc,
Je ne rentre pas dans le détail de la saisonnalité, c'est pour ça que je n'ai rien mis sur le calendrier, puisque ça dépend vraiment de votre activité, de ce que vous allez tenter. Et puis, il y a les campagnes que vous allez faire, qui sont des campagnes pour développer votre part directe, en disant, maintenant, moi, je veux essayer de choper en direct, il n'y a pas de raison des réservations qui pourraient venir chez moi sans passer par les OTA. Ça va être clairement le cas du post-Covid. Marché local, les gens ne vont pas partir très loin. Encore une fois, je prends l'exemple, ça serait dommage qu'un Toulousain qui veut partir à Moissac s'aérer avec sa famille ou avec ses amis passe par Booking. Je n'ai rien contre Booking, au contraire, ni contre Expedia, mais avouez-le, il faudrait quand même qu'il y ait un moyen de privilégier le circuit court, pareil qu'en agriculture. Donc ça, c'est souvent une clientèle qu'on va aller chercher en juste avant saison ou en cours de saison ou sur du week-end ou sur du court séjour, sur de la moitié de semaine. Et donc, c'est des clients que vous allez certainement trouver aujourd'hui sur des comparateurs et sur les réseaux sociaux en publicité locale. Là, vous visez clairement du revenu, du taux d'occupation, mais du revenu essentiellement. Et ça peut représenter jusqu'à 26% de vos revenus, de ce que vous pouvez gagner en plus, je dirais, sur la part de marché des OTA. Donc là, c'est pareil. Ce type d'opération, c'est une opération de campagne, on va dire, opération, je ne vais pas prendre le terme résilience, mais c'est opération reconquête. Je vais chercher les clients directs que j'aurais jamais dû perdre, ou en tout cas qui auraient dû venir directement chez moi, mais encore faut-il que je me signale auprès d'eux. Donc là, on aborde maintenant le combien. Alors, qu'est-ce que je dois investir, quelle part de budget, parce que je ne peux pas partir comme ça. Oui, Frédéric. Oui, là, c'est beaucoup hébergement, donc il y a des questions. C'est est-ce que pour les activités, on est sur le même Oui, prix? alors pour les activités, et pardon si je n'ai pas traité les activités, mais parce qu'on va organiser un webinaire spécifique pour les activités à ce sujet. Les activités, c'est vrai que vous avez moins de paramètres, on va dire, moins d'armes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de résultats, c'est que vous, l'avantage, vous avez moins d'armes à manier. Il y a deux armes essentielles. La première, c'est ceux qui vont réserver très tôt, qui veulent se garantir une activité chez vous, mais on va dire sans date. Ils savent qu'ils viennent sur la destination, mais ils veulent aujourd'hui être certains. Je veux réserver un stage de surf à Biarritz, je veux réserver une sortie kayak pendant la semaine où je viendrai dans les gorges du Tarn. Je veux éventuellement réserver un package Nigloland le jour où je vais venir dans l'Aube, etc., etc. Donc ça, c'est l'avant-séjour. Donc ça, c'est plutôt du chèque cadeau, de la carte cadeau. Et puis, vous êtes confronté à un phénomène de réservation qui est plutôt lié à la dernière minute. Les gens sont sur place en fonction de la météo, en fonction de l'état d'énervement des enfants, de l'envie de bouger. Les clients vont réserver quasiment du jour pour le lendemain. Et c'est essentiellement à travers les réseaux sociaux que vous devez communiquer quasiment dernière minute, et là, de ne pas hésiter à étendre votre champ de recherche de clientèle sur les zones qui sont sur 10 km, 20 km autour de chez vous. Donc, on a vu comment on ciblait la clientèle locale, hyper locale et mobile à travers les réseaux sociaux, parce que les gens consultent beaucoup leurs réseaux sociaux pendant qu'ils sont en vacances, et donc c'est ces moyens-là de communication, de marketing que vous devez utiliser à ce moment-là. Alors, on est dans le combien, justement. Comment on avance à définir un budget? Comment on calcule ça? Donc, il faut toujours mesurer, je dirais comparer et investir. Voilà. Donc là, c'est me dire, oui, bon, ok, ça ne nous en dit pas grand-chose. Alors, je repars de ce tableau. Donc ça, vous devez toujours garder à l'esprit en vous disant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mon chiffre d'affaires de 49 000 euros, de 493 000 euros ici, je sais que j'en réalise la moitié si je suis une maison d'hôte par Internet, et si je suis un hôtel, en moyenne 60%. Ça va beaucoup plus haut. Encore une fois, on est sur des moyennes. Mon revenu online, donc, il est quasiment de 25 000 euros, je le sais, de 300 000 euros quasiment ici. En revanche, je sais que 40% de mon revenu, déjà, il est pris par les OTA ou il est généré par les OTA. Sur un hôtel, c'est un peu plus. Là, j'ai mis les taux, entre guillemets, acceptables. Je sais que certains d'entre vous doivent être en train de frémir en disant « mais moi, je ne suis pas à 40%, je suis à 80%. » Ben oui, danger, on l'a dit. Le taux acceptable en provenance des OTA, c'est 30%. Voilà, le taux d'indice de masse corporelle, on va dire, acceptable pour la viabilité de votre entreprise, c'est 30%. Au-delà, c'est compliqué. Mais les taux que je donne là correspondent à une réalité factuelle. Donc, le coût des réservations, des 40% de mes réservations online qui arrivent par les OTA, avec un taux moyen de 20% de commission et de frais de technologie, je vais m'expliquer dessus, c'est 20%, et ma part directe,
c'est en moyenne un coût de 5%. Vous allez me dire, pourquoi 20 alors que je paye 17% de commission? Oui, mais vous avez des frais bancaires, vous avez les coûts de votre channel manager, vous avez des coûts technologiques qu'il faut intégrer dans vos coûts de distribution pour les OTA, systématiquement. Et puis, vous avez dans vos coûts directs, il y a aussi des coûts. Il y a les coûts de votre terminal de paiement, il y a les coûts de votre moteur de réservation, il y a les coûts de votre plateforme de réservation, comme Eloa ou d'autres. Donc, ces coûts-là, vous devez les intégrer. Vous allez me dire, oui, mais alors, dans le cas d'Eloa, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Il faut l'intégrer parce qu'à un moment donné, vous devez pouvoir comparer ce que vous coûte une réservation en direct, tout frais compris, y compris le coût de votre site Internet rapporté sur un amortissement ou sur une location mensuelle, et ce que vous coûte un OTA, plus le channel manager, plus votre PMS si vous êtes un hôtelier, plus. Voilà. Donc, tous ces coûts-là, vous devez les intégrer. Et ça vous permet d'avoir déjà des premières indications en disant, ben, si j'arrive à faire plus de réservations online ici, tant mieux. Et si dans ces réservations online, j'arrive à avoir un taux d'OTA plus bas, tant mieux. Donc, c'est là que vous allez pouvoir commencer à dire, je vais me fixer des objectifs qui me permettent, à travers des campagnes, de gagner plus de clients en direct, de moins dépendre des OTA, de générer plus de marge, d'avoir un coût de réservation directe plus bas. Vous allez me dire, comment je peux baisser mon coût de réservation directe plus bas de 5%? Ben, il suffit de faire des paniers moyens plus importants. Donc, d'où l'intérêt de vendre des cartes cadeaux, de pousser les gens par l'upsell, les techniques qu'on a précisées il y a 2 semaines, en disant, ben, venez réserver chez moi, c'est moins cher. Et donc, quelque part, ce que vous n'allez pas donner à des distributeurs, ça vous permet de payer chez moi des chambres d'un niveau supérieur, donc d'avoir des paniers plus importants. Donc ça, je ne reviens pas sur le revenu management, je ne reviens pas sur le yield management, je ne reviens pas sur les règles coupons, promotion qu'on a évoquées. On aura des tutos, des sessions de tutos pour le faire là-dessus. Je reste sur les grandes masses. Fred, il y a des questions? Peut-être, je vois que ça… Oui, il y avait 40% d'OTA sur les 50 online, donc ça fait 20% au total, c'était une précision. Alors, les 20%, entre parenthèses, c'est le coût moyen. Hein. Ce n'est pas les 40% de 50%. C'est le coût moyen de ce que coûte en moyenne la distribution via un OTA. Même si certains me disent, mais moi, je paie du 17%. Encore une fois, à vos 17%, rajoutez tous vos frais annexes, hein, les frais de carte bancaire, les frais de channel, et vous verrez que vous arrivez assez rapidement à un coût plutôt de 20%. Et pour ceux qui paient, parce qu'ils sont en zone urbaine, ils sont très concurrencés, et donc, par le système d'enchères des commissions des OTA paient des commissions plus élevées, on est plutôt proche des 22 à 25% que des 20%, notamment ici dans la catégorie de l'hôtel. La plupart savent très bien qu'il est très rare qu'ils aient un coût de 17 ou de 20%. Ouais, si tu peux rappeler aussi ce qu'est OTA. OTA, Online Travel Agencies, donc agence de voyage en ligne. C'est un acronyme, pardon pour cet acronyme, mais qui devient assez universel et qui concerne typiquement Booking, Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Viator pour les activités, GetYourGuide pour les activités, voilà, Hotelbeds, ce n'est pas un OTA, mais c'est assimilé à un OTA, donc tous les gens à qui vous donnez des commissions pour vous distribuer, mais j'y viens. Est-ce que sur cette partie-là, tout est clair? Pas de questions en tout cas. Voilà, donc vous voyez, on est parti de votre prévision d'exploitation, on va dire, qu'elle soit online ou offline. Et là, maintenant, pour pouvoir préparer vos campagnes, il faut que vous rentriez dans le détail de ce que vous prévoyez, ce que vous avez constaté précédemment, de ce que vous coûtez votre distribution online, puisqu'on parle bien du online. Si 50% de vos réservations se font offline, c'est-à-dire par téléphone ou par des clients qui sont des répéteurs, vous n'avez même pas besoin de stimuler par des newsletters, bravo, et tant mieux, continuez comme ça. La tendance aujourd'hui, et pour les années qui viennent, c'est que le online va représenter quasiment 75% du business des produits loisirs. Donc, évidemment, la notion de ça me coûte combien d'attirer des clients sur le online par le digital et quelles sont les méthodes pour y arriver et comment je réduis mon coût de distribution, elle devient évidemment vitale parce que ce soit à travers le formulaire de contact, moins de 4% des réservations ou par le téléphone, on sait très bien que les clients vont privilégier maintenant le digital, même des clients fidèles, même vos clients fidèles. Donc, je dois garder toujours l'œil sur plus je vais recevoir de réservations en direct, mieux je vais maîtriser mes coûts de campagne, mieux je vais m'en sortir. Et donc, typiquement, mon coût direct ici, mes 743 €, si je veux être un peu schématique, c'est mon budget de com. Puisque forcément, pour générer 14 000 € de réservation, je vais exposer 5% de coûts qui sont mon site internet et qui sont toutes les actions de com que je vais lancer là-dessus. Certains vont me dire c'est énorme, d'autres vont me dire c'est pas assez, mais ça, c'est simplement, ça vous donne une ligne.
à partir de laquelle vous dites là, je suis en rentabilité, là, je ne suis pas en rentabilité. Ou alors, ça va vous permettre ce qu'on appelle de faire une comparaison qui n'est pas la bonne comparaison. Souvent, certains me disent oui, mais finalement, si ça me revient en proportion aussi cher de faire mes propres campagnes que de filer 20% à Booking, autant que je file tout à Booking, et puis je ne vais pas me prendre la tête à organiser des campagnes. On l'entend souvent, ça. Vous ne devez pas comparer vos coûts de marketing, vos coûts d'acquisition client avec vos coûts de commission des OTA. Pourquoi? Parce que l'OTA, ce n'est pas un coût qui est un coût d'acquisition de clients. C'est un coût de distribution. Donc, les 17% en moyenne que vous avez payé en OTA, c'est un coût de distribution. Ça génère chez vous de la dépendance économique et ça affecte votre marge. Alors, vous allez me dire, oui, mais le marketing, c'est pareil. Non. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez discuter avec quelqu'un qui va vouloir reprendre votre affaire ou avec un banquier et que vous dépendez essentiellement de l'OTA et que vos charges sont essentiellement bouffées par les OTA, votre entreprise, elle vaut beaucoup moins d'argent que celui qui se distribue essentiellement par lui-même, qui maîtrise ses coûts d'acquisition client, parce que chaque fois que vous lancez des campagnes pour gagner des clients nouveaux par vous-même, avec des coûts d'acquisition plus bas, pour fidéliser des clients, vous valorisez votre fonds de commerce. Et donc, vous créez de la valeur. Et que ce soit à travers les banques qui vous financent ou que ce soit à travers des gens qui s'intéressent à racheter votre affaire, évidemment, plus vous aurez la capacité à bien gérer vos campagnes, à développer votre clientèle en direct, plus votre affaire aura de la valeur versus quelqu'un qui dira « moi, je ne me prends plus la tête, je file tout aux OTA, quel qu'il soit d'ailleurs, et je me contente de payer une commission qui finalement est la même que mes coûts de distribution. » Non, ça, c'est une démarche qui est suicidaire. D'abord parce que les coûts des OTA, ils ne sont pas garantis ad vitam aeternam à 17 ou 20%. Celles et ceux, notamment les hôteliers les plus anciens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils ont démarré un taux de commission à 8,5. Ils sont aujourd'hui à 25. Et les coûts des commissions des OTA vont progresser. Pour la bonne et simple raison, et je vous renvoie à un certain nombre d'analyses qu'on a publiées dans notre blog, pour la bonne et simple raison que les OTA ont eux-mêmes des coûts qui vont progresser, et notamment, c'est le coût eux-mêmes d'acquisition de leurs clients sur Google. Les OTA dépensent de plus en plus d'argent sur Google parce qu'ils sont de plus en plus à se faire de la concurrence. Et donc, évidemment, quand leur coût d'acquisition client augmente chez eux, parce que le coût que leur facture Google augmente, forcément, ça se retrouve sur le coût de votre commission. Donc, si vous n'organisez pas votre propre distribution, vos propres campagnes pour attirer du client chez vous, vous êtes condamné à payer des coûts de distribution de plus en plus élevés qui vont gréver la marge de votre exploitation et donc qui, à très court terme, je ne parle même pas de long terme, vont réduire la valeur de votre business. Alors que si vous vous mettez progressivement, alors il ne faut pas tout faire du jour au lendemain, surtout si vous ne le faisiez pas jusqu'à présent ou de manière artisanale, mais si vous vous y mettez progressivement, et ces webinaires servent à ça, c'est à vous sensibiliser à ça, à vous appliquer à ça, à vous exercer à ça, voilà, je cherchais le terme, vous allez progressivement reprendre votre part d'indépendance économique et donc vous allez créer la valeur. Peut-être des questions, Fred? Il y avait, j'essaie de comprendre une question. Oui, il y a des personnes qui disent les OTA nous demandent de faire 20% de réduction pour être plus visible. Donc, ça conforte un peu ce que tu disais, en disant voilà, Exactement. pas. Voilà, alors quelqu'un qui dit c'est rigolo, les OTA font de la pub chez leurs prochains concurrents, mais j'ai pas. Alors oui, vous avez raison, ils font de la pub chez leurs prochains concurrents, mais qui quelque part, le mode Google par rapport au voyage vis-à-vis des OTA, c'est un peu, retenez-moi, je fais un malheur. En gros, Google dit, bah, écoutez, moi, tant que vous mettez de l'argent, Booking, Expedia sur ma table, à peu près c'est 13 milliards de dollars par an, j'ai aucune raison d'aller me lancer dans la réservation. En revanche, bah, si je sens que ça faiblit, peut-être que j'aurais intérêt à aller chercher les commissions en direct auprès des professionnels. C'est pour ça que Google, il va sans y aller vers la réservation directe à des professionnels que vous êtes, parce que quelque part, il y a quand même deux gros collecteurs que sont Expedia et Booking qui déposent énormément d'argent sur son compte en banque pour rentabiliser cet univers du voyage. En revanche, comme je l'expliquais la dernière fois, vous allez avoir des nouveaux joueurs qui vont être certainement redoutables, et notamment Amazon, qui, notamment pendant cette période Covid,
montré, des études ont montré que les consommateurs qui revenaient encore plus chez Amazon, hein, plus que ce n'était le cas auparavant, disaient mais finalement pourquoi Amazon ne nous vend pas du voyage? Parce que nous on considère que ça reste un super canal, un super portail. Et donc il est probable qu'à l'issue de cette crise Covid, Amazon accélère sa pénétration du marché. Donc vous aurez un nouveau joueur qui peut certainement bousculer les règles. Ça ne fera pas forcément baisser les taux de commission. Ne vous réjouissez pas trop vite par rapport à ça, mais ça pourra vous donner des opportunités nouvelles. Quoi qu'il en soit, la règle, que ce soit d'ailleurs pour quelqu'un qui passe chez Amazon pour vendre ses produits agricoles ou alimentaires ou ses produits manufacturiers ou quelqu'un qui se vend en direct, l'essentiel c'est de se vendre en direct pour réserver le plus de marge. Donc on est bien dans une logique, quand on passe par un OTA de marge, le coût de distribution. À l'époque, ceux qui se vendaient via les tours opérateurs, ils avaient cette problématique-là aussi. Et vous, quand vous investissez, vous êtes plutôt dans un raisonnement de coût d'acquisition client. C'est le CAC. Combien vous coûte le fait de gagner des clients nouveaux, de garder des clients à vous, de trouver de nouvelles niches de marché. Donc c'est une démarche dynamique, créatrice de valeur. De l'autre, vous détruisez un peu de valeur, puisque on l'a vu sur le webinaire dédié aux OTA, vous n'augmentez pas votre taux d'occupation. En passant par les OTA, vous êtes à isopérimètre, vous avez le même taux d'occupation, ça vient simplement rogner sur votre chiffre d'affaires classique. Encore une fois, ce n'est pas un procès des OTA, c'est que les OTA, comme on dit, ils occupent la place que vous n'occupez pas. Donc forcément, c'est vrai que c'est compliqué de gérer de la communication, gérer la publicité digitale, gérer les réseaux sociaux. Ça peut sembler compliqué à première vue, mais c'est comme le vélo, il faut s'y mettre, hein. Au début, on se casse la gueule et puis petit à petit, on apprend à fonctionner. Donc, comment on y va? Avant d'aller sur ce Ouais. sujet-là, c'est comment définir un budget d'acquisition client pour une création d'activité. Donc, sachant qu'en plus, avec la crise, la projection est encore plus difficile. Oui, exactement. Le coût d'acquisition client, aujourd'hui, déjà, il y a un ratio, je dirais, un peu classique dans l'industrie du voyage. Le coût d'acquisition client, il est évalué unitairement à 7 euros. Aujourd'hui, on dit, si vous voulez être dans les bons ratios, votre client nouveau, il doit vous coûter 7 euros à gagner. Que le panier moyen qu'il a chez vous soit de 14 euros ou qu'il soit de 300 euros. Ça semble paradoxal, mais il faut savoir que dans l'industrie des biens manufacturés, le coût d'acquisition, il est de 22 euros. Donc, vous voyez, on est bien dans une logique où on sait qu'il y a de toute façon des charges qui sont des charges incompressibles. Et donc qui déjà vous donne un niveau plancher de coût d'acquisition client. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le coût d'acquisition client le plus bas et donc de savoir par quels paramètres il faut passer. C'est ce que je vais vous montrer là, de calculer à l'envers en disant, moi sur le digital, comment je calcule mon coût d'acquisition le plus haut, le plus bas, optimum. Donc on part à l'envers, pourquoi? Parce que sur le digital, le juge de paix, c'est le moteur de réservation et c'est quand la personne met sa carte bancaire, que ce soit pour payer ou pour garantir sa réservation. Donc, en fait, pour confirmer sa réservation. Donc, on part toujours du plus bas. Le plus bas, c'est l'achat. Vous voyez, c'est ce que j'affiche ici, c'est l'achat. Ça, on va voir qu'il y a des ratios, il y a des indicateurs très, très précis qui sont des indicateurs moyens et dont vous devez vous servir pour les comparer aux vôtres, pour savoir si vous êtes dans le vrai, si vous êtes moins bon, si vous êtes meilleur que ces indicateurs-là. Le deuxième paramètre, donc, quand on remonte, on se dit, le gars, pour qu'il ait acheté chez moi, il faut qu'il soit passé par mon moteur de réservation. Il faut donc qu'il ait vu mes offres, il faut qu'il ait vu mes chambres, il faut qu'il ait vu mes formules de réservation pour faire des départs en kayak, des locations de vélo, il faut qu'il ait vu mes promotions, il faut qu'il ait vu mes offres spéciales, il faut qu'il ait vu mes chèques cadeaux, mes cartes cadeaux, etc., etc., etc. Donc là, on est dans votre catalogue. Mais le catalogue de produits, vous devez l'exposer dans un moteur de réservation, sinon ça ne transforme pas. En digital, les gens qui viennent sur vos sites Internet, qui finissent par arriver sur vos sites Internet, ils viennent pour trouver un produit et éventuellement l'acheter. Donc, ne les frustrez pas en disant, voilà, je vous donne les tarifs, et puis si vous êtes intéressé, vous venez me téléphoner, vous envoyez un formulaire. Là, ça ne sert à rien d'investir parce que de toute façon, vous aurez zéro transformation. Donc là, on est bien dans la logique où vous avez fait le job de bout en bout, c'est-à-dire que vous avez en amont un site Internet qui lui-même est équipé de moteurs de réservation dans lequel les gens finissent par rentrer pour acheter. Et évidemment, pour alimenter le trafic dans votre site Internet, vous avez fait de la publicité. Et donc, c'est cette publicité sur les réseaux sociaux pour attirer les clients à travers vos newsletters, à travers les campagnes sur Facebook et sur Google. Donc, vous voyez, c'est ce que l'on appelle
un entonnoir de conversion. On est dans un tunnel. Alors vous allez me dire, dans ce tunnel, on voit qu'il y a beaucoup de gens en amont, et même si on voit les pièces, on voit les dollars en bas, c'est quoi le taux de transformation? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. On sait qu'aujourd'hui, pour avoir une réservation, alors cette réservation-là, c'est un client qui réserve. C'est pour ça qu'on raisonne en coût d'acquisition client. Je vais chercher un client, mais j'ai plutôt intérêt à ce que le client qui réserve chez moi, il vienne réserver 300 € que 100 €. Donc, vous voyez, déjà, ça vous donne une indication sur le type de campagne que vous devez faire. Est-ce que je dois faire des campagnes pour que les gens viennent dépenser 15 € chez moi, ou est-ce que je dois faire des campagnes pour que les gens viennent acheter un pack famille, si je suis par exemple pro de l'activité, à 80 €? Vous voyez, donc quand on sait qu'on va avoir un client, pour avoir un client, je vais devoir en faire entrer 10 dans mon moteur de réservation. Ça veut dire qu'il y en a 9 qui seront dans ma boutique, mais qui ne vont pas acheter. En tout cas, pas sur l'instant, pas au moment où ma campagne est lancée. Ils seront venus, ils seront rentrés dans mon moteur, ils auront regardé mes offres, mais à l'instant T, ils auront décidé de ne pas acheter pour 9 d'entre eux, 90% d'entre eux. Il y en a 10% de ceux qui sont rentrés qui auront réservé. Donc, il y en a 9 qui partent. Ça, c'est le tunnel de conversion. Et pour que je reçoive 10 personnes dans mon moteur de réservation, il faut que j'ai attiré 50 personnes sur mon site. Donc là, on est dans un ratio de ce qu'on appelle le taux de look to look. Combien de gens sont rentrés dans mon site et sont allés regarder les offres qu'il y avait dans les pages transactionnelles de mon site ou dans mon moteur de réservation? On sait qu'à peu près c'est 20%. Et on va avoir 1%, on va avoir un taux très très réduit, pardon, de 2% de gens qui vont réserver. Donc votre taux de conversion, c'est de 2% sur le nombre de gens qui vont entrer. Pour vous donner un exemple, vous allez me dire, mais 2%, c'est ridicule. Booking, c'est 3%. 100 personnes qui rentrent à l'instant T sur Booking font 3 personnes qui réservent. Ça ne veut pas dire que Booking est incapable de convaincre 97%, 97 personnes. C'est-à-dire que dans ces 97, il y en a qui vont revenir, faire des sauts de puce 2 jours, 3 jours, 3 semaines après et finiront peut-être par acheter. Mais en tout cas, quand Booking va générer 100 visites sur ces pages, il n'y en aura effectivement que 3 qui finiront par réserver. Chez vous, on sait que le taux de conversion, dans le meilleur des cas, il va être de 2%. C'est dur, c'est compliqué. Non, c'est le principe de la vente digitale. Le taux de conversion d'Amazon, qui est le champion du monde, c'est 10%. Donc, ne croyez pas que vous allez faire des campagnes où vous allez attirer 100 personnes sur votre site et où 30 personnes vont finir par acheter à l'instant T. Voilà. On est sur des taux qui sont très bas. Très bas, mais on va voir que vous pouvez dégrader ce taux. Vous pouvez l'améliorer. Vous n'allez pas passer de 2% de conversion à 20%, mais vous pouvez le dégrader. C'est beaucoup plus facile de le dégrader et on va voir par quel biais. Donc, ça veut dire que pour attirer 50 personnes sur mon site aussi, il faut que j'ai touché en moyenne, que mes publicités, que mes newsletters aient touché en moyenne entre 1000 et 4000 personnes. Je ne vous vois pas, mais je crois comprendre que certains sont en train de se vider de leur sang. N'ayez pas peur. C'est justement toute la magie du digital. On l'a vu sur Facebook. On va le voir avec des exemples concrets, je vais vous montrer. Il vous est assez facile, à des coûts bien maîtrisés, de toucher entre 1000 et 4000 personnes grâce aux newsletters, grâce au digital, à Facebook, grâce à Google. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Mais ce que je veux que vous preniez bien en considération, pour faire vos calculs derrière, c'est qu'on doit toujours partir à l'envers en disant, voilà, moi, pour faire une réservation à 100 €, il y a forcément 50 personnes qui doivent rentrer sur mon site. Et pour faire venir 50 personnes sur mon site, je vais devoir trouver des investissements publicitaires et des billets publicitaires pour toucher entre 1000 et 4000 personnes. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut… Ça, c'est le monde idéal. Et pour celles et ceux qui sont très, très actifs sur le monde du digital, vous savez que, et qui ont déjà regardé leur tunnel de conversion, je vous expliquerai comment vous pouvez mettre en place un tunnel de conversion chez vous. Vous savez qu'il y a des axes de dégradation de votre tunnel de conversion. Parce que votre tunnel de conversion, celui que je viens de vous montrer, c'est le tunnel idéal, c'est-à-dire celui où le travail est bien fait. Maintenant, vous pouvez le dégrader. Premièrement, là où vous avez une personne qui réserve, on peut en avoir 0. Pourquoi? Si votre système de paiement n'est pas sécurisé, si vous n'êtes pas multilingue, si le panier au moment du paiement, ce n'est pas clair, ce n'est pas simple, ben, ce n'est pas une personne sur 100 ou 50 qui vont réserver, c'est 0.
Donc, vous devez avoir, au moment où le client va venir mettre sa carte bancaire, pour être certain d'en choper au moins un sur les 50 que vous allez faire entrer sur votre site, il faut que déjà la dernière étape soit une étape hyper sécure. Carte bancaire, moyens de paiement diversifiés, conditions de paiement extrêmement claires, la garantie du temps réel, etc., etc. Ce qui fait que vous allez dégrader aussi le nombre de gens qui vont être dans votre moteur, c'est-à-dire les 10 qui vont passer à 1 pour réserver, c'est que dans votre moteur de réservation, ça va ressembler à une épicerie en Ukraine, quoi, avec rien du tout à l'intérieur. Donc, avec un seul tarif, des explications pas terribles, pas de carte cadeau, pas d'options, pas de richesse de votre offre. Donc, le client va se dire, ce truc-là me fait peur, ça ne m'intéresse pas, les prix n'ont aucun relief, il n'y a pas d'offre pour me motiver, il n'y a pas de complément. Donc, vous n'aurez pas sur les 10 une personne qui va aller choper une offre, vous aurez 0. Donc ça aussi, c'est important. Ça ne sert à rien d'aller investir énormément d'argent en campagne sur les réseaux digitaux si, lorsque les gens rentrent dans votre boutique, ça ressemble à une épicerie en Pologne dans les années 80. Il faut que ça soit sexy, il faut qu'il y ait de l'offre. On en a parlé sur toutes les règles de revenu management, de promotion, de cartes cadeaux, d'options, etc., etc. Il faut que votre boutique fasse envie, donne envie aux gens de découvrir vos offres et éventuellement de les mettre dans le panier pour les réserver. Ce qui fait aussi que vous pouvez dégrader votre tunnel, c'est qu'en amont de ça, votre site ne va pas être optimisé, il ne va pas être responsive. Attention, les campagnes publicitaires ou le public, pour 60%, il est sur un téléphone mobile. Si votre site internet et votre moteur de réservation, j'insiste, ne sont pas responsives, les 60 personnes que vous serez allé chercher en investissant de votre argent sur les réseaux sociaux, sur Google ou ailleurs, ne vont pas passer le cap de votre site internet. Donc, elles n'iront pas dans le moteur de réservation, elles ne vont pas acheter. Donc, vous voyez que si le boulot n'est pas fait de A à Z, ça ne sert à rien de lancer des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, sur Google et ailleurs, parce que vous allez décevoir le visiteur dans votre site, dans votre moteur de réservation et dans votre panier de paiement. Et donc, vous allez dégrader votre taux de conversion qui, encore une fois, quand il est très bon, ne peut être en moyenne que de 2%. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Et j'ai envie de dire, dernière étape, vous pouvez dégrader votre taux de clic si vos campagnes sont sans aucune appétence, sans relief. Si vous ne ciblez pas bien vos gens, si vous dites venez chez moi, c'est sympa, votre campagne, il n'y a pas de gens qui vont la cliquer. Si vous dites demain, attention, séjour spécial, œnotourisme, découverte des Médocs, découverte du Malbec, voilà, et vous ciblez les gens qui ont cette affinité, d'abord, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent parce que vous n'aurez pas besoin de cibler beaucoup de clients, mais surtout, vous allez adresser des messages et des campagnes qui vont avoir une chance de convertir un maximum de personnes. Donc, ne faites pas des cibles trop larges, ne faites pas dans vos campagnes des offres trop larges, et vous devez être sur des choses très, très adaptées, et vous devez avoir des messages où vous vendez un produit précisément. Vos cartes cadeaux, la fête des mères, la fête des pères, le week-end en amoureux sans les enfants pour fêter le confinement, le week-end avec papy, mamie justement pour se retrouver, le week-end en tribu, etc., etc. Frédéric, je vois que tu avais des questions peut-être à poser. Non, j'essaie de clarifier une question. Voilà. Qu'est-ce que le moteur caché? Ça, c'est intéressant, c'est un peu on peut faire notre coup de gueule du jour. Le moteur caché. Oui. Tu as dit ça peut être dégradé si le moteur est caché. C'est-à-dire qu'il y a Oui, pas des sites internet d'hôtels ou de prestataires d'activités où ça devient un jeu de piste ou une chasse au trésor pour trouver le moteur de réservation. voilà, votre moteur de réservation, si vous allez sur Amazon, vous avez une barre de recherche où vous tapez le nom du produit, on vous donne un tarif. Quand je viens chez vous, après que vous m'ayez stimulé par une campagne publicitaire, je veux pouvoir, certes, voir vos photos, voir à quoi vous ressemblez, voir ce qu'il y a autour de chez vous, mais à tout moment, sans avoir à chercher en haut, en bas, à droite, à gauche, dans un menu réservé, je dois voir votre moteur de réservation, taper mes dates, à combien on veut venir et combien ça coûte. Ça, c'est déterminant. N'allez pas faire de la publicité digitale si vous avez honte de faire de la réservation. Quand je dis honte, parce que vous cachez votre moteur. Vous mettez un cache-sexe sur votre moteur de réservation. On n'est pas là pour beurrer les tartines. Les gens qui viennent sur votre site, quand ils ont été stimulés par une campagne de communication, c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent pourquoi pas. Et donc, j'aimerais bien savoir combien ça coûte et j'aimerais bien savoir combien ça coûte au moment où je veux venir avec mes parents, avec mes enfants, avec mes copains. Et donc, je veux rentrer dans un processus qui me donne un tarif à la date qui m'intéresse et je veux éventuellement pouvoir réserver en toute sécurité, je veux toutes les réassurances. Donc, ne cachez pas votre moteur de réservation.
Si vous le cachez, ne faites pas de publicité. Franchement, ça ne sert à rien. Personne ne viendra réserver chez vous à l'ère du digital en 2020, dans l'ère post-Covid, si vous avez honte d'afficher un moteur de réservation ou si vous considérez que le moteur de réservation, il fait tâche au milieu de votre page. Ben, il fait peut-être tâche, mais les gens viennent chez vous pour ça. Donc, important. Donc, maintenant, on a vu comment on part à l'envers. Partir à l'envers, c'est je veux avoir une réservation, je veux avoir 10 réservations, je veux avoir 100 réservations. Donc, il n'y a plus qu'à multiplier ici mes ratios pour savoir combien de gens je dois toucher. D'accord? Si je dis demain, je veux faire un week-end dans ma maison d'hôte, un week-end œnologique. Voilà. Je veux attirer, je vais pouvoir recevoir 5 réservations qui correspondent à mes 5 chambres. Là, je veux en générer au moins 3 via les réseaux sociaux, via la publicité. Donc, je veux recevoir 3 réservations pour ce week-end-là. Ça veut dire que je dois faire venir au moins 150 personnes sur mon site Internet. Et si je veux faire venir 150 personnes sur mon site Internet, je vais devoir en toucher entre 3 000 et 12 000 en fonction de la pertinence de mon message sur Google et sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est à partir de là que je peux identifier quel budget je vais investir. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Encore une fois, vous devez prendre en considération ces ratios si vous êtes certain que votre tunnel de conversion produit ces conversions-là. Si vous pensez que votre tunnel de conversion il fait moins, ce n'est pas 12 000 personnes que vous allez devoir contacter, mais c'est 20 000 parce que vous allez avoir de la perte, de la fuite à chaque étape de votre tunnel. Vous voyez, le tunnel, il faut le considérer comme un entonnoir. C'est un entonnoir de conversion, on appelle ça aussi un entonnoir de conversion, dans lequel vous allez déverser de l'eau, c'est-à-dire des clients potentiels, et à la fin, il va sortir des clients réels. Si votre tunnel, votre entonnoir, il est percé parce que votre site est mal fait, votre moteur de réservation n'est pas opérationnel, votre système de paiement n'est pas rassurant, vous avez des fuites de tous les côtés, ben à la fin, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas une personne, c'est 0. Voilà. Ce n'est pas compliqué à comprendre comme concept, et je sais que vous le comprenez pour beaucoup, très majoritairement. Donc là, maintenant, vous en êtes au fait de, OK, ben, je vais définir mon budget, puisque je sais ce que je veux, combien de clients je veux attirer, donc je vois à peu près combien de gens je dois atteindre à travers mes campagnes publicitaires. Donc, on fait un calcul tout simple sur un tableur, on dit, ben, mon taux de conversion est de 2%, donc ça veut dire que pour recevoir une réservation, je dois toucher 50 personnes. Si je vise un coût par clic que je vais déclencher sur Google pour faire venir des gens chez moi, chez Facebook, de 30 centimes, ce qui est très bas, hein. On va faire une autre hypothèse, ça veut dire que je dois investir un budget de 15 euros. Si mon budget de 15 euros, ben, je génère qu'un produit de nuitée à 90 euros, ça veut dire que mon coût, mon budget rapporté au revenu que j'ai généré est de 17%. Donc, en gros, je suis à peu près dans un taux équivalent à ce que m'aurait pris un OTA. Si en revanche, je fais une campagne qui va être venez chez nous pour 2 nuitées, pour le week-end, vendredi et samedi, super canon, et je vais faire un revenu de 180 euros. Vous voyez que du coup, mon coût de communication, mon coût marketing, il tombe non pas à 17, il est à 8%. Si je fais une campagne, non pas pour attirer les gens au week-end, mais pour vendre une carte cadeau à 220 euros, ben, mon coût marketing, il ne représente plus que 7% du revenu que je génère, et etc. etc. Bon, en clair, ne faites pas des campagnes pour vendre des produits secs et basiques que sont vos nuitées ou simplement un ticket d'entrée dans votre établissement de loisirs, ou que ce soit, ne faites pas du ticket, faites du package, faites de la campagne pour vendre du package famille, 2 entrées adultes, 2 entrées enfants, pour augmenter la valeur du panier moyen que vous espérez récupérer à travers la communication. Ça, c'est fondamental. Si vous êtes un hébergeur, vous devez vendre de la carte cadeau à minima, du week-end avec de l'offre spéciale ou du client VIP. Donc, vous voyez, ça, c'est dans le cas, encore une fois, je suis parti d'un exemple simple, j'espère qu'il est compris. On part toujours à l'envers. Mon taux de conversion, c'est ça. Je dois donc générer tant de clics, tant de visites sur mon site pour avoir une seule réservation. Et si j'investis 30 centimes au coût par clic, et on va voir que ça ne sera pas ce type de budget-là, je dois mettre 15 euros et donc je rapproche mes 15 euros du revenu que ça m'aura généré. Vous allez me dire comment on est capable de retracer ce truc-là. On va le voir, ça aussi, vous inquiétez pas. Fred, s'il y a des questions? Non, je pense que quelqu'un demande est-ce que Trip est une campagne, TripAdvisor. J'imagine que tu en parles tout à l'heure. Oui, alors je vais parler des comparateurs, on va en parler effectivement.
Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail, du calcul. J'ai fait 2 simulations. Vous avez 5 chambres, maison d'hôte ou gîte, et vous avez 20 chambres, vous êtes un hôtelier ou un camping. Votre revenu en ligne digital, c'est 24 000 euros. On reprend les chiffres que j'ai donnés à l'introduction. Pour l'hôtel, on va viser quasiment 300 000 euros. Si votre part de réservation provenant des OTA est une part raisonnable de 40%, ça veut dire qu'avec un coût de 20%, les OTA vont vous coûter 2 000 euros. Votre campagne directe va vous coûter, vos coûts de campagne directe, d'acquisition directe vont être de 740 euros. D'accord. Donc là, vous allez réaliser une marge sur vos réservations de 89 euros. On voit que plus, plus vous êtes en dépendance des OTA ici, plus votre marge globale va se dégrader. Vous voyez, quand on parlait de génération de valeur ou de destruction de valeur, et encore une fois, on part sur des critères qui sont de l'ordre de coût de 20% pour les OTA, c'est souvent plus important que ça, et de 5% en direct. 5% en direct, c'est une moyenne. Les coûts d'acquisition en direct peuvent aller de 5% à 15%, des fois à 20%, mais on va voir que dans certains cas, ça va être du coût d'acquisition, dans d'autres cas, ça va être des coûts de visibilité. Si je suis en hôtellerie, c'est pareil, même combat. Plus je dépends d'une distribution digitale via les OTA, avec des coûts qui sont des coûts croissants, puisqu'effectivement, dans les coûts, il n'y a pas que le coût de la commission, il y a le fait qu'on vous propose de faire des remises Genius, des opérations promotionnelles, donc la valeur des réservations que vous atteignez chez les OTA, plus le taux d'annulation qui est quand même très important chez les OTA, 48% contre 12% sur vos taux d'annulation à vous quand c'est en direct, vous n'avez pas forcément les mêmes niveaux de revenus, vous n'avez pas forcément les mêmes niveaux de marge. Donc là, on est sur des marges de distribution. On n'est pas que sur la marge nette qui tient compte également de la valeur du panier moyen que vous recevez, parce que cette valeur de panier moyen, elle peut être particulièrement dégradée en fonction de vos recours à certains distributeurs, pas que les OTA hein, d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas non plus avoir les yeux rivés que chez eux. Donc, ce genre de simulation, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui est acceptable pour moi en termes de dégradation de marge et quel effet ciseau je vais faire, à savoir comment progressivement je vais reprendre la main sur ma propre distribution avec des axes de communication digitale qui vont avoir une vraie rentabilité. Donc, vous voyez, ce genre de simulation, il se fait très simplement sur un tableur Excel et vous devez prendre les différents scénarios qui s'appliquent à votre business. Donc, vous allez vous fixer des objectifs et vous allez pouvoir les corriger en direct parce que c'est un peu la magie du digital. Vous n'êtes pas parti pour imprimer des brochures, avoir des tarifs et des investissements qui sont gravés dans le marbre et en vous disant, bon, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle des investissements de conversion et pas de visibilité. Si je prends par exemple ma configuration de 5 chambres et 20 chambres, l'origine de mes clients via l'OTA, la réservation directe, le coût de mon canal, commission, channel manager, 2 000 euros par an, 743 euros pour le coût de ma réservation directe. Ça me génère 9 900 euros de revenus par l'OTA, 14 000 en direct, avec un panier moyen de 90 euros la nuitée, plus 2,3 nuitées, etc. Chacun a ses critères aussi de panier moyen, de réservation, de nuitées consommées. Je sais que par client, la marge que me laisse l'OTA et par séjour réservé et par client est de 280 euros. En direct, elle est de 333 euros. Ça veut dire que j'ai un potentiel de récupération de marge de quasiment 2 300 euros si je reprends la main sur mes investissements directs et si ces investissements directs sont productifs de rentabilité, de conversion. Et lorsque je suis un hôtel, je peux reprendre la main sur quasiment 10 000 euros. On peut aller même beaucoup plus loin quand on mixe cette logique avec des logiques de revenu management dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, en disant attention, si vous arrivez en plus à bien moduler vos offres et vos tarifs et de faire des bonnes campagnes de promotion là-dessus, vous avez un effet de levier qui est considérable. Donc, ces simulations-là, creusez-vous la tête, vous prenez un tableur, vous posez 4 champs, pas plus, et oui, tiens, effectivement, si je teste ma réservation directe et que j'investis 200 euros, évidemment, les 200 euros, il ne faut pas les mettre pour dire aux gens, venez chez moi, c'est sympa à Sarlat. C'est venez chez moi parce que voilà un produit que vous trouverez nulle part ailleurs, que vous ne trouverez certainement pas chez les OTA ou chez mes concurrents. C'est un super séjour, un super week-end avec une offre hyper canon. Et c'est là que vous allez faire de la conversion. Donc, encore une fois, le raisonnement est un raisonnement global, mais votre stratégie, elle s'appuie sur des objectifs précis et donc des campagnes précises. Ces campagnes visent, encore une fois, des objectifs soit de remplissage, de taux d'occupation, soit d'augmentation de votre revenu net,
soit le fait de toucher de nouveaux clients. Si on prend un cas d'école Facebook, maintenant on va rentrer dans une campagne. On se dit, Facebook, je vais repartir, voilà, je suis un prestataire, une maison d'hôtes qui est basée en Occitanie, qui l'Occitanie est un sous-territoire du pays catalan, donc je le précise à cette étape, pour tous les Occitans qui nous regardent. Voilà. Donc, je vais dire, moi, je veux toucher la clientèle qui a moins de 3 heures de voiture de chez moi. Donc, je vais aller sur Facebook. Comme on l'a vu avec Jean-Jérôme, et je vous invite à revoir le webinaire sur les campagnes Facebook, je veux cibler les gens qui sont en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées. Alors, vous ne pouvez pas taper la section Occitanie sur Facebook, puisque Facebook est toujours resté sur le découpage régional ancien. Donc, vous additionnez toutes les anciennes régions. Nouvelle-Aquitaine, ce sera pareil, vous allez additionner. Voilà, et toutes les 13 régions de la même manière. Et je vais faire un ciblage très large de gens de 18 à 65 ans, toutes catégories, hommes et femmes. À partir de là, je vais aussi définir un ciblage avancé en disant je veux cibler les gens qui sont plutôt qui ont de l'affinité avec des maisons d'hôtes ou un camping ou sortie bike, archerie tag, acrobranche. Ça, vous tapez en fonction de vos centres affinitaires et de votre business. Et je vais taper aussi week-end surprise et vous aurez la possibilité d'avoir des suggestions faites par Facebook sur des mots-clés, sur des expressions qui peuvent augmenter la pertinence de la cible que vous voulez atteindre. Et en disant, moi, je ne compte pas investir sur cette campagne plus de 20 € par jour, ce qui représente sur mon enveloppe de 800 € par an, un potentiel de campagne de 140 €. Et là, Facebook va vous dire, pour ce que tu investis chez moi, ça va te permettre de toucher entre 5 000 et 14 000 personnes par jour. Donc, vous voyez, les fameux 10 000 ou 12 000 personnes dont je vous parlais, auprès desquelles vous devez vous exposer par vos publicités et qui vont donner entre 7 et 20 personnes qui vont atterrir dans votre site. Donc, vous voyez, donc là, on est bien sur un raisonnement de conversion et d'attraction de gens sur votre site. Vous voyez, c'est comme ça que ça se construit. Donc là, vous avez dit, OK, moi, par an, je vais investir 700 €, 800 €, 2000 € sur mes réservations directes de mon coût d'acquisition direct. Là, sur mon budget de 2000 €, je vais dépenser 140 € pour lancer une première campagne. Alors, c'est un peu comme au casino, sauf qu'on a à peu près l'idée de ce que l'on va pouvoir attirer chez soi. Et sous réserve que derrière, le site est bien fait, moteur de réservation, panier de réservation, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on dit, bon, est-ce que j'appuie sur le bouton et ma carte bancaire pour mettre 140 €? Donc, tout dépend, je dirais, du message que vous allez diffuser dans cette campagne. Ne faites pas un message trop généraliste. Là, l'intérêt, c'est de cibler les bonnes personnes avec la bonne thématique et donc d'avoir un texte de campagne, un support de campagne, un visuel de campagne et une offre de campagne qui ait le plus de chances de percuter votre public. Donc là, si on fait le job correctement, on se dit, voilà, moi j'ai toujours mon taux de conversion de 2% qui viennent de Facebook ou d'ailleurs, c'est pas grave, je convertirai qu'à 2%. Donc, c'est 50 personnes que je dois faire venir. Sauf que là, sur Facebook, on n'est pas à 30 centimes du coût par clic. J'ai investi 140 € et d'après les prévisions de Facebook, je vois que je peux attendre à peu près 140 visiteurs, c'est-à-dire 1 € par visiteur. Vous voyez, on est loin des 30 centimes du coût par clic. Et donc, s'il m'attire 140 personnes avec un taux de conversion de 2%, ça veut dire que je peux espérer 3 réservations sur cette campagne. Et si j'espère 3 réservations sur cette campagne, si je mets en avant que le fait de vendre une nuitée à 90 €, mon taux de conversion, mon coût d'acquisition, il est de 17%, à peu près ce que j'aurais payé sur un OTA sans trop me prendre la tête. En revanche, si je pousse mes campagnes pour vendre des produits à plus forte valeur ajoutée que je vais créer dans mon site et dans mon moteur de réservation, ou des cartes cadeaux ou des packages, là, effectivement, je peux espérer avoir un retour sur investissement et une rentabilité de ma campagne qui est exceptionnelle, puisque là, j'aurais payé l'équivalent d'un 6% de commission. Donc, ça devient 3 fois moins cher qu'un OTA et ça me permet de maîtriser mes coûts d'acquisition client. Donc, vous voyez, l'intérêt de la campagne, c'est je cible bien, je reste dans des ratios qui sont des ratios où je peux avoir des très bonnes surprises. De même, vous pouvez avoir un taux de conversion qui va monter sur une campagne à 4%, à 5%. C'est très exceptionnel, mais la règle, c'est de partir d'un taux moyen, mais qui, lui, attention, encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le garantis. Ce taux moyen, il est garanti par toute la chaîne
de vente que vous allez avoir sur votre site, votre moteur et votre système de paiement. Ça, c'est fondamental. Ne croyez pas qu'à tous les coups, ça fait 2%. Donc ça, c'est très important. Et si vous avez le bon message, la bonne cible, la bonne offre et le bon dispositif de vente, oui, vous pouvez tabler sur un minimum de 2%. Prenons un exemple. Vous avez l'idée, on parlait hier avec Karine, de faire une campagne sur la privatisation de votre maison d'hôte pour les tribus après le confinement. Ben, soyez percutant sur votre message. Notre maison d'hôte lance une offre spéciale tribu, vous privatisez la maison d'hôte à tel prix, et vous faites une campagne directement sur Facebook en trouvant des cibles tribus, week-end entre copains, etc., etc. Et vous mettez 50 euros, 100 euros pour tester, et vous allez voir si vous faites partir des produits à 500 euros le week-end ou 800 euros le week-end. Avec même des réassurances en disant réservez maintenant, ne payez que 10%, payez sur place, partagez-vous la somme avec les copains quand vous êtes sur place. Donc, vous voyez, l'argent que vous allez mettre sur la table comme au casino, il faut l'investir sur le bon numéro, sur le bon produit, sur la bonne offre. Et c'est ce qui fait que vos performances seront évidemment meilleures. Donc, ce genre de choses, ici, on va se dire, je vais générer ici quasiment l'équivalent de 812 euros de réservation si j'obtiens 3 clients. Donc, mon coût par résa va être de 17% en moyenne. Je dis bien en moyenne, mais il peut considérablement baisser. Donc, ces calculs, vous devez les faire pour Facebook, mais vous devez les faire aussi pour Google. On a vu ça avec le Studio Plune. Là, on est dans l'outil Google. Donc, on se dit, bon, ça va me coûter combien cette histoire? Je suis à Sarlat. Et à Sarlat, il y a peut-être des questions sur Facebook, Fred, non? Je vois passer… non? Non, non. Donc, je suis en Dordogne et je veux communiquer sur ma maison d'hôte ou mon camping. Voilà. Je suis à Saint-Germain-de-Belvès, que je salue, mais je me dis, Saint-Germain-de-Belvès, il n'y a pas grand monde qui tape Saint-Germain-de-Belvès sur Google en termes de mots-clés. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont taper plutôt Sarlat, qui vont taper plutôt Périgord noir. Donc, je vais dire à Google, tiens, dis-moi Google sur le générateur de mots-clés, ce qu'on vous a montré l'autre fois. Ça coûtait combien de s'afficher en publicité sur tes pages entre juillet et septembre dernier, dès qu'on tapait hôtel Sarlat, table d'hôte Sarlat, maison d'hôte Sarlat. Et là, Google vous dit, moi j'ai 270 de mots-clés, mais on va rester sur ceux qu'on a consultés. Et il nous dit, écoute, tu vois, sur table d'hôte à Sarlat, j'ai pas beaucoup de recherches. J'ai entre 0 et 10 recherches par mois. Donc, j'ai même pas de quoi te dire combien ça va te coûter. En revanche, sur maison d'hôte à Sarlat, j'ai entre 100 recherches et 1000 recherches par mois sur Google. Et en gros, si tu veux apparaître en haut de page, au plus bas, ça va te coûter 21 centimes. Et si tu veux apparaître en haut de page, au plus bas, à peu près, ça va te coûter 68 centimes. Donc là, je commence à avoir une indication qui me dit, bon, effectivement, il y a 1000 personnes qui vont taper maison d'hôte à Sarlat. Même si je ne suis pas à Sarlat, mais à quelques kilomètres, je veux communiquer sur ce mot-clé. Et donc, à partir de là, pour atteindre ces 1000 personnes, il va falloir que j'accepte de payer un clic entre 0,21 et 0,68. Là, c'est basé sur les statistiques de Google de juillet à septembre dernier. Il y a fort à parier aujourd'hui que les gens qui font des recherches sur ce mot-clé, ne serait-ce qu'en prévision d'un déconfinement, soient peut-être moins nombreux, mais le coût du mot-clé va être beaucoup moins élevé. Donc, c'est peut-être intéressant aujourd'hui de commencer à investir un peu d'argent là-dessus, mais avec un message adapté, en disant, en prévision du déconfinement, si vous voulez réserver une maison d'hôte à Sarlat, venez chez nous. On vous garantit des conditions d'annulation très agiles, très flexibles, mais on vous garantit maintenant le meilleur prix et pas au moment où ça va être le grand rush quand les Français vont vouloir réserver si jamais on se déconfine avant l'été, ce qu'on souhaite tous. Donc, vous voyez, là, on va tenir compte de ce paramètre financier budgétaire et on va refaire sa simulation. J'ai toujours mon taux de conversion à 2%. Je dois donc toujours faire venir 50 personnes dans mon site. Mais là, je vais devoir investir une moyenne de 40 centimes au coût par clic, dont mon budget va être de 22 euros. À partir de là, si je par jour ou sur la période, si je veux investir le même budget que sur Facebook, ça veut dire que je vais recevoir 315 clics sur mon site. Là, c'est intéressant, 315 clics. Avec un taux de conversion à 2%, ça veut dire que je peux potentiellement recevoir 6 réservations. Et là, c'est pareil. Si je fais simplement de la vente de produits secs de nuitée
mon coût par réservation est de 25%. Bon, franchement, autant rester sur l'OTA, autant tout donner à l'OTA. Mais si jamais je vends des produits qui sont des produits à plus forte valeur ajoutée, mon coût de transaction, il va baisser à 9 ou 8%. Et là, ça devient très intéressant. Parce que non seulement je le fais sur l'avant-saison, non seulement je me garantis du remplissage, mais en plus je le fais avec des paniers moyens intéressants, donc je génère aussi cet objectif, je remplis cet objectif de revenu, et je le fais à un coût d'acquisition client qui est foncièrement bas. Vous voyez, ces calculs-là, vous devez toujours raisonner mon objectif égale ma campagne égale une cible précise, un produit précis, un budget précis, et je mesure précisément l'effet de ma campagne pour soit investir plus sur la campagne d'après ou pendant la campagne rajouter de l'argent parce que je vois que ça fonctionne et rajouter, cibler plus de personnes, ou au contraire stopper ma campagne parce que je me rends compte que ce truc-là, ça ne marche pas, ça ne transforme pas, ça ne convertit pas. Encore une fois, nous sommes dans un environnement totalement optimisé, c'est-à-dire avec la bonne campagne, le bon visuel, le bon prix, le bon support, le bon budget, le bon site internet, le bon moteur de réservation. Je ne vous dirai pas lequel, mais il y a un truc qui s'affiche ici, donc n'hésitez pas. Et le bon système de paiement ou le bon mode de paiement et d'annulation. Donc ça, c'est voyez, une façon très simple de faire vos devoirs de vacances pendant le confinement en disant, tiens, je vais me tester, je vais regarder mes mots-clés, je vais regarder mes cibles, je vais voir comment on peut repartir, comment je peux tabler. Et sur une enveloppe de 200 euros, 300 euros, 2000 euros que je vais décomposer en 3, 4 ou 5 campagnes, voilà comment je compte tester mes campagnes. Bruno, tu m'entends? Oui. Oui, justement par rapport à ça, et sur toute cette chaîne de bons, Isabelle qui dit c'est pas facile de faire des offres à forte valeur ajoutée sans faire appel à un prestataire extérieur, type canoë, massage, voilà, ce qui est impossible de vendre en direct normalement. Donc j'imagine que c'est une chambre d'hôte ou quelqu'un qui fait des ventes à la nuitée. On peut aussi dire qu'on peut communiquer sur des offres sur plusieurs jours. Hein, Alors, il y a des offres sur plusieurs jours. Isabelle, il y a aussi un autre point, c'est que dans le contexte post-Covid, et certainement dans un contexte où les restaurants seront les derniers à rouvrir, vous devez peut-être parier sur le fait qu'autour de chez vous, il n'y aura pas forcément une offre de restaurant super opérationnelle au démarrage de la saison et que par conséquent, c'est peut-être l'occasion de mettre des offres avec la garantie d'un panier gourmand pendant toute la durée du séjour, avec une table d'hôte qui est ouverte tous les jours. Vous voyez, c'est vrai que on travaille tous dans l'inconnu, hein, et pour vous, c'est encore plus compliqué, mais ça passe par là, ou éventuellement, ça fera partie des propositions qu'il faut faire aux DMO ou que les DMO vous feront, inclure dans votre offre un pass touristique pour aller visiter les 3-4 attractions dont vous garantissez qu'elles seront ouvertes au moment du séjour, que les conditions d'accueil acceptables seront réunies. Voilà, ça, c'est pour ça qu'on invite beaucoup les professionnels et les DMO à se parler, les professionnels des hébergements avec les attractions à se parler entre eux, à monter des produits entre eux, à se vendre via la conciergerie, parce que c'est ce qui fera que vous allez créer des offres avec de l'appétence. Donc ça, c'est fondamental. N'hésitez pas à rajouter des trucs, séance yoga. Alors c'est vrai que c'est compliqué si vous ne maîtrisez pas certains prestataires ou certaines personnes qui vont bosser chez vous, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de boulot, qui sont des prestataires de ce type d'activité-là et qui, à mon avis, seraient très intéressés de pouvoir très vite répondre, en tout cas, en vous disant, bon, OK, le produit, on ne garantit pas là que ça fonctionne, mais si vous en faites la promotion et si des gens l'achètent, je serai là. Donc, de toute façon, je vous garantis d'exécuter la prestation. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, j'en conviens. Les règles que je vous donne là, elles sont évidemment universelles et elles vont encore mieux fonctionner quand vous allez être en vitesse de croisière et qu'on aura ce cauchemar derrière nous depuis longtemps. Mais dans le contexte actuel, il va falloir bien pointer vos offres sur les attentes du public qui sont des attentes de venir chez vous l'esprit tranquille, avoir une restauration sur place, garantir, si l'un de vous a des talents de coach sportif, des séances de coaching sportif, d'assouplissement, de qigong, que sais-je, de cours de cuisine que vous allez monter comme ça un peu rapidement sur les confitures, sur le canard. Je parle de canard parce que j'ai un peu de canard en tête, mais on pourrait parler des saucisses ou quoi que ce soit dans le Grand Est ou ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est le moment de mettre de la valeur dans vos offres. il y a les Alors j'en cartes viens. cadeaux. Oui. Pardon, Frédéric. Il y a les cartes cadeaux aussi, tu l'avais ajouté, mais Oui, évidemment, les cartes cadeaux que je mets toujours ici en simulation. Alors,
Vous allez me dire, c'est quoi le client VIP? Ben, le client VIP, c'est celui qui va venir, qui va être intéressé par une publicité que vous allez lui envoyer, mais plutôt par newsletter, pour venir chez vous sur un produit qui va être un produit où il va pas discuter le prix. Ça va être une rencontre sommellerie, ça va être autour d'un produit phare de votre destination, avec un invité, ça peut être un week-end littéraire avec un invité, un truc comme ça. Et là, le client, vous savez que il va dépenser plus que ce qu'il va réserver sur Internet parce qu'il va venir chez vous, il va prendre des produits additionnels, il va prendre des bouteilles de vin, il va prendre des produits locaux, il va dépenser plus. Donc, ce type de client-là, il a une rentabilité qui est une rentabilité, on va dire, avec de l'écho. C'est-à-dire qu'il va déjà générer une réservation sur une valeur faciale qui va être élevée, sur un panier moyen qui est assez élevé, mais vous savez qu'il va dépenser de l'argent aussi chez vous. On n'est pas dans le cas du client qui va réserver une offre packagée parce qu'il aura vu la publicité et une fois arrivé chez vous, il va mettre la carte bancaire ou le cash dans le coffre et puis il ne dépensera plus rien parce que voilà, c'est son budget, il faut respecter. Et puis il y aura beaucoup de clients, malheureusement, compte tenu des circonstances économiques et sociales, à la reprise dans ce cas de figure. Mais il y a quand même des clients qui ont des moyens et que vous savez, qui auront des dépenses additionnelles supplémentaires chez vous. Donc ces clients-là, n'hésitez pas à les toucher aussi par la newsletter, par la publicité, par la fidélité, parce que ce sont des clients qui vont payer plus cher. On parlait l'autre fois en conversation avec quelques propriétaires chez vous qui sont branchés sur le vin. Ben, les clients qui sont amoureux de vin, ils font des kilomètres pour aller dans des endroits ou dans des rendez-vous où on parle vin, où on fait rencontrer des producteurs. Et on sait que sur place, en général, ils repartent avec quelques bouteilles, quelques cartons de bouteilles. Donc, c'est de la marge en plus pour vous. Il ne faut pas hésiter. Alors, je parle vin parce que je suis amateur de vin, mais on pourrait parler d'autres choses. Troisième cas de figure, Trivago ou TripAdvisor. On parlait tout à l'heure de TripAdvisor. Là, on est typiquement dans la logique du comparateur. Donc, ça reste de la publicité parce que pour apparaître sur les comparateurs, on paie. Alors, on paie soit de l'enchère, soit de la commission. Mais je vous encourage vraiment à regarder de près les comparateurs d'abord parce qu'ils font 45% du trafic des sites de voyage partout dans le monde. C'est-à-dire que les gens, dans l'ordre, ils vont sur Google, ils vont sur les OTA, et ensuite, ils vont sur les comparateurs qui appartiennent aux OTA, hein, la plupart. Ils vont sur les comparateurs pour voir des prix, pour voir s'il y a des offres. Trivago, TripAdvisor, dont nous sommes nous-mêmes partenaires, et qui sont les principaux comparateurs utilisés en Europe. Hein. Aux États-Unis, il y a Kayak qui appartient à Booking, mais c'est Trivago et TripAdvisor qui font la loi, je dirais, aujourd'hui en Europe, sont des comparateurs qui ont des taux de conversion très importants. Alors là, la réservation, pourquoi ces taux sont importants? Parce que la réservation, elle ne se fait pas sur votre site. Les nouveaux systèmes de ces comparateurs, c'est qu'ils génèrent des réservations sur des moteurs de réservation à vous, que nous vous fournissons, si c'est le cas des lois, mais qui sont aux couleurs de Trivago et de TripAdvisor, et donc qui garantissent, je dirais, qu'il n'y a pas de passage par votre site, donc il n'y a pas de déperdition, on a un taux de conversion qui est plus important. Et les coûts sont assez intéressants parce qu'en réalité, le coût budgétaire investi sur ces comparateurs fait que vous arrivez à des équivalents de commission par rapport à un OTA traditionnel de 8 à 5%. Donc là, c'est pareil, ça n'a d'intérêt que si vous vendez autre chose que du produit sec. Ou si vous êtes sur une zone hyper concurrencée par les OTA, d'avoir des tarifs chez vous, comme on le voit ici sur cette diapo, où le site de l'hôtel est systématiquement moins cher que sur les OTA. Là, vous pourrez vous permettre d'apparaître en troisième position parce que les gens diront, tiens, le site de l'hôtel, c'est un site direct, je paye moins cher que sur l'OTA, donc je vais sur le site de l'hôtel. Donc, celles et ceux qui n'ont pas testé les comparateurs, moi, je vous y encourage. Ils sont ouverts aux maisons d'hôtes aussi, ils sont ouverts aux campings, ils sont ouverts aux hôtels, évidemment. Notamment, pendant un certain moment, ici, je pense que les OTA ne vont pas forcément surinvestir sur les comparateurs, mais ils y seront, ils vont y revenir très vite. Et on voit bien que quand on travaille sur les comparateurs avec des niveaux qui sont des coûts par clic, des équivalents de coûts par clic de 70 centimes, avec des budgets de l'ordre de 14 ou 15 euros par jour, on arrive à générer des montants de réservation assez importants. Là, pareil, si on est capable de proposer des produits qui sont des produits à forte valeur ajoutée. Ce que je vous dis là, c'est la publicité. C'est valable pour le voyage comme des gens qui vendent des biscottes ou le reste. La publicité, ça n'a d'intérêt que pour des produits qui vont générer soit du volume, je vais vendre des pots de Nutella par million, soit de la valeur. Je vais vendre un voyage dont le panier moyen va être de 200, 300, 400 euros. Si c'est pour recevoir des réservations à 50 euros,
sauf si on est un pro du loisir, mais là, les coûts d'acquisition sont moins élevés. Je vends des formules de famille, je vends des cours, je vends des stages. Il ne faut pas y aller. Si vous faites des produits à faible valeur ajoutée, trouver un équilibre sur la publicité est très, très compliqué. Voilà, très, très compliqué. Il y a peut-être des questions, Frédéric? Ouais, enfin, un témoignage sur la carte cadeau de Vincent qui dit: nous avons fait un bon cadeau top VIP à 990 euros pour 2 nuitées avec toute option, plus vol en avion au-dessus des châteaux de la Loire pour faire luxe, et nous en avons vendu déjà 2. Comme quoi, des clients sont prêts à dépenser. Ben voilà, bien sûr. Donc c'est bien. Bravo Vincent. Je vous encourage vraiment à continuer dans ce sens les uns et les autres. On n'est pas dans une logique où on casse les prix, hein, que ce soit dans la reprise ou le reste. Vous êtes des professionnels. Un professionnel, il valorise, il met en avant la valeur de ce qu'il crée, les investissements que vous avez faits, votre présence, l'embauche de collaborateurs, la sécurité que vous apportez, la qualité de l'expérience que vous offrez. Tout ça, ça a une valeur. Comme le dit quelqu'un qui m'est proche depuis très longtemps, c'est le prix de l'émotion que les gens sont prêts à payer. Donc, on est toujours dans une logique d'émotion, on est dans le loisir, on est dans l'empathie, on est dans l'hospitalité, on est dans l'émotion, on est dans l'expérience. Donc, casser du prix, ce n'est une bonne méthode pour personne. Donc, vous devez garder du prix, toujours mettre en avant ce que vous faites de mieux, qui a le plus de valeur, et investir de la publicité pour aider à vendre ce qui a de la valeur. Parce qu'il y a un marché pour des gens qui sont prêts à payer cette valeur. Et les réseaux sociaux et Google et tout ce que je vous ai montré, les fichiers clients et les fichiers clients de vos DMO, vous aident aussi à toucher la clientèle qui est prête à payer ce genre de valeur. Voilà. Tu as parlé de package aussi à un moment donné, donc quelqu'un demande une explication claire sur c'est quoi un package. Alors, pardon, oui, c'est un terme un peu générique. J'aurais pas dû prononcer ce terme de package. C'est plutôt de l'offre spéciale. En tout cas, si je reste dans l'univers LOA, vous avez le tarif sec, le tarif standard, vous avez les offres spéciales et vous avez les promotions. Les promotions, c'est un prix barré qui fait référence soit à une offre spéciale, soit à un prix standard. L'offre spéciale, c'est ben voilà, venez chez nous et on vous offre le petit déjeuner, on vous rajoute au petit déjeuner, où il y a la location du vélo qui vous est offerte, tout comme Antoine le disait hier, je viens vous chercher à votre hôtel avec mon vélo. Il y a plein comme ça de bonus que vous rajoutez qui sont des offres spéciales. Ces offres spéciales, elles ont évidemment des conditions de paiement et des conditions d'annulation qui sont différentes, on l'a vu, contre le fait de payer un peu plus cher, je vais avoir ou un peu moins cher, ou avoir un bonus d'une valeur plus importante, je vais avoir des conditions différentes. Donc tout ça, c'est l'offre spéciale plus que le package. Le package, c'est un terme un peu compliqué, j'aurais pas dû l'employer, pardon, parce que le package, certains peuvent dire oui, mais ça veut dire qu'on additionne des trucs qui viennent de l'extérieur, on doit garantir la possibilité d'être opérateur de tourisme, ça n'a rien à voir. C'est même si vous vendez des produits accessoires que vous ne créez pas et qui ne constituent pas l'essentiel de votre revenu, vous avez le droit de mettre des produits externes dans vos offres spéciales, donc n'hésitez pas. Mais j'ai envie de vous dire, les meilleures offres spéciales sont celles que vous créez vous avec des prestations que faites vous, des cours de cuisine, un repas gastro, découverte au clair de lune, soirée astronomique pour voir les étoiles filantes. Il y a plein d'idées, j'imagine, qui correspondent à des publics qui sont prêts à les acheter. Toujours sur les questions sur les comparateurs. Quels sont les comparateurs intéressants pour un hôtel parisien, et est-ce que si je débute, faut-il investir sur les comparateurs? Oui, vraiment. Les comparateurs, nous, on voit hein, les taux de conversion sur les comparateurs, parce qu'on reçoit des rapports, évidemment, des comparateurs, et notamment sur Trivago, il y a des taux de conversion qui approchent les 11% quand c'est bien fait. Donc, oui, et notamment sur des villes comme Paris, n'hésitez pas, d'abord parce que les comparateurs sont un passage obligé sur les grandes villes où il y a beaucoup de compétition. En temps normal, les clients vont de suite voir les comparateurs. Donc, si vous êtes sur les comparateurs, et que vous pouvez y afficher votre tarif qui doit être à un meilleur prix que sur les OTA, vous aurez une belle transformation avec des équivalents de commissions qui seront souvent 2 fois moins élevés ou 3 fois moins élevés que la commission que vous auriez payée à l'OTA. Mais là, Alors, l'intérêt, ça ira toujours à l'OTA puisque ce sont les propriétaires de Trivago et Booking est propriétaire de Kayak, bon, et TripAdvisor est propriétaire de TripAdvisor. Mais ça reste quand même très abordable. c'était quel comparateur sur Paris? Kayak. Alors sur Paris, Trivago, Ouais. puisque, et notamment dans le contexte actuel avec progressivement une ouverture à la clientèle d'abord européenne, hein, plus que nord-américaine. Donc, ce sont surtout les Européens qui vont consulter Trivago plus que Kayak, évidemment. Et TripAdvisor, qui reste quand même un opérateur
très percutant sur la conversion. Mais entre les deux, évidemment, Trivago reste quand même surperformant. Après, je ne sais pas si tu l'abordes plus loin, mais Jackie nous dit, vous travaillez beaucoup sur la marge, mais que peut-on faire pour augmenter le taux d'occupation? Alors, c'est une bonne question, Jackie. Le taux d'occupation, malheureusement, on ne peut pas forcément l'augmenter de manière unilatérale. C'est quelque chose qu'on va augmenter par petites touches des saisons, sur des ailes de saison, sur des périodes, malheureusement, comme on en connaît aujourd'hui, ou après la reprise, qui sont des périodes qui vont être anormalement peu occupées. Donc, le taux d'occupation, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez avoir deux périodes sur 12 par an où il va falloir booster votre taux d'occupation. Mais là, encore une fois, vous avez deux fonctionnalités essentielles. C'est la promotion dernière minute ou la promotion early bird qui ne nécessite pas forcément de faire de la communication parce que ça, vous pouvez les diffuser sur votre site, avoir des campagnes de communication sur d'autres thématiques et quand les gens viennent sur votre portail, ils vont voir qu'il y a des promotions en early bird ou des promotions last minute, parce que sinon, vous allez avoir une cumul dépenses marketing et remise de prix, et donc qui va faire que vous allez dégrader votre marge. Donc, le taux d'occupation, les méthodes qui fonctionnent le mieux, soyons clairs, vont être des méthodes liées au lève-tôt, au early bird et au last minute, avec pas forcément une campagne communication là-dessus. Enfin, en tout cas, pas de campagne de communication trop coûteuse de type réseaux sociaux ou Google, mais plutôt en vous orientant sur de la newsletter avec un fichier client que je vous invite vraiment à enrichir au fil de l'eau, y compris à des clients des OTA que vous recevez chez vous, même si ce n'est pas les meilleurs répéteurs, mais ça permet de demander leur adresse email avant qu'ils partent de chez vous et eux, éventuellement, peuvent propulser vos campagnes auprès de leur réseau d'amis en disant « mais moi, j'y suis allé, c'était super sympa, regarde, il y a une super offre, vas-y, réserve, jette-toi dessus. » Voilà. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près comment on modélise ces budgets de campagne, donc vous avez vu, on est parti de la grande vue, mon business, ma vente digitale, la part qui me reste et donc qui correspond à peu près à ce que je suis prêt à investir pour redévelopper mes réservations directes et les différents canaux avec les coûts, la manière dont je modélise les coûts sur ces différents canaux pour lancer mes campagnes à l'abordage de mes cibles et de mes publics. Maintenant, je dois traquer l'efficacité de mes campagnes, comme on l'a vu à la fois avec Alexandra Benjamin et avec Jean-Jérôme. Pour les traquer, vous avez plusieurs outils et ça, c'est fondamental. Le premier, pour Google, il faut aller dans Google Hotel Ads qui vous permet de prendre ce qu'on appelle un tag manager, donc c'est un bout de code. C'est très facile à faire. Vous tapez ça dans l'aide, pour ceux qui sont des clients Eloi, vous tapez ça dans l'aide Eloi, vous verrez, c'est un copier-coller. Et vous mettez ce bout de code sur. Je suis très enrhumé, alors j'espère que ce n'est pas le corona, mais je pense que c'est un problème purement de rhume. Et vous mettez ce bout de code dans votre site internet et dans votre moteur de réservation. Et donc, ça, on va le voir, ça va vous permettre de traquer l'efficacité d'une campagne donnée par rapport à des réservations données. Le bout de code va servir à dire tel internaute a vu cette campagne, a cliqué sur cette campagne, il est bien allé sur votre site, il est bien allé sur votre moteur de réservation et cette réservation-là en particulier, elle a bien été générée par cet internaute qui a bien été touché par cette campagne. Donc, vous voyez, et c'est très sérieux, c'est très solide et vous pouvez vous appuyer complètement sur ce tracking. Pour Facebook, c'est pareil, je vais chercher le pixel Facebook, je le mets dans mon site internet, je le mets dans mon moteur de réservation et j'assiste à des résultats de ce type-là sur Google où je vois combien de gens sont rentrés dans mon moteur, combien de gens ont quitté mon site sans aller sur mon moteur, combien de gens sont allés sur mon moteur sans faire une réservation, combien de gens sont allés dans mon panier mais ont abandonné mon panier et combien de gens ont fini par acheter. Et je vais voir exactement combien cela m'aura produit dans Google Analytics, m'aura produit de résultats. Pareil pour Facebook, je vais voir combien j'ai dépensé et combien je vais générer par résultat. Donc, vous voyez, on est sur un système qui permet ensuite, alors évidemment, quand on a des campagnes avec des budgets un peu faibles au départ et où on touche peu de gens, on va avoir des tunnels qui vont être un peu squelettiques, mais ce n'est pas grave. À la fin, vous allez consolider tous vos résultats, toutes campagnes confondues, et vous allez avoir une vue globale de toutes vos campagnes en disant finalement, j'ai eu plutôt un bon tunnel de conversion, ou au contraire, tiens, je vois que j'ai un taux anormalement élevé de gens
qui sont rentrés sur mon site mais qui ne sont pas allés dans mon moteur de réservation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il faut que je les fasse atterrir directement dans mon moteur de réservation. Quand dans mes campagnes, je propose un lien de clic, plutôt que de les faire aller dans mon site, je les fais aller directement dans mon moteur de réservation ou directement sur la page de mes offres spéciales ou directement sur la page de mes cartes cadeaux. Ça peut être ça. Ou alors, peut-être que mon site est vraiment pas adapté. Donc, il faut que je revoie mon site, il faut que je le responsive, il faut que je revoie le contenu, il faut que je repositionne mon moteur de réservation ailleurs. Donc, ce tunnel va vous donner des indications, va vous poser des questions, va vous aider à trouver des réponses et donc à modifier dans votre organisation ce qui va et ce qui ne va pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, avant de lancer la première campagne de communication, assurez-vous que votre processus de vente, votre site internet et votre moteur fonctionnent correctement, que ça transforme correctement, en tout cas qu'ils correspondent aux critères. N'attendez pas d'avoir investi 2 000 ou 3 000 euros dans des campagnes où le taux de conversion aura été catastrophiquement bas pour vous dire « Ah bah oui, ça vient du fait que mon site est pourri, il n'est pas responsive, mon moteur n'est pas adapté, mes offres ne sont pas suffisamment riches. » Moi, je vous ai donné toutes les clés auparavant pour vous dire voilà ce qui marche et ce qui ne marche pas, voilà les conditions qu'il faut réunir pour que vos taux de conversion qui sont déjà très bas soient optimum. Si vous attendez de faire par vous-même l'expérience de tout ce qu'il ne faut pas faire, vous aurez perdu 3 000 ou 4 000 euros d'ici la fin de l'année. Et je pense que par les temps qui courent, c'est des sommes qu'on n'a pas forcément envie de prendre, dont on n'a pas forcément envie de se délester, pour un résultat qui sera un résultat catastrophique. Donc, vous voyez, on peut mesurer dans ces outils et on peut surtout corriger en temps réel ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, vos objectifs, pour résumer, doivent être parfaitement clairs. Ce n'est pas un objectif, je veux recevoir plus de résa, c'est je veux travailler sur mon taux d'occupation, je veux réserver sur mon panier moyen, je veux réserver sur mes clients actuels, je veux réserver sur mes répéteurs, je veux réserver sur cibler mes nouveaux clients. Donc ça doit vous permettre de définir un budget par rapport à vos coûts d'acquisition globaux. Votre campagne elle doit être inspirée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas aux nouveaux clients comme aux clients habituels, on ne parle pas à quelqu'un à qui on veut proposer 300 euros de réservation comme quelqu'un à qui on veut choper 990 euros de clients VIP. Donc, vous voyez, le message doit être bien pensé. Votre tunnel doit être optimisé. J'ai envie de dire, c'était la première condition. Ça ne sert à rien de faire la publicité si votre boutique n'est pas opérationnelle, s'il n'y a pas de produits dans les rayons et si la caisse enregistreuse elle ne marche pas. Donc, ça, c'est le B à bas. J'insiste là-dessus. Et vous devez mettre du tracking parce que vous devez pouvoir mesurer. Peut-être pas forcément en temps réel parce que vous allez vous rendre compte au départ quand vous n'avez pas beaucoup de trafic, des fois les indicateurs ne sont pas très concluants, mais en tout cas quand vous aurez fait 5 ou 6 campagnes, vous allez pouvoir agréger tous ces résultats-là et vous dire tiens, quand même, on n'est pas mauvais, on a fait 2% de conversion ou 3% de conversion et sur l'argent qu'on a investi, ça a généré tant de cash, donc on a un équivalent de commission de 5%, 8%, on est bon. Et ça, c'est autant qu'on a pris en direct. Comme on dit, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc les campagnes réussies représentent un résultat de réservation directe, qui sont des réservations directes à un coût plus bas que par les moyens traditionnels, en l'occurrence les OTA. Ça se traduit par plus d'autonomie économique, commerciale et donc financière pour vous. C'est forcément le fait de cibler des paniers moyens plus élevés. Donc pour les pros des loisirs, ne faites pas des campagnes que pour vendre du ticket individuel, mais vendez plutôt des packs famille, des packs tribus. Par exemple, on a des zoos, des aquariums qui vont vendre des sorties nocturnes en disant venez nourrir les animaux avec nous la nuit. Ça se vend plus cher, mais ça attire aussi une clientèle qui va être attirée par vos publicités, qui va acheter ce genre de prestations. Et surtout, tous ces clients que vous allez gagner en direct, ils vont vous appartenir. Et c'est des clients sur lesquels vous allez pouvoir travailler et qui vont valoriser votre fonds de commerce et donc votre business. Voilà, donc j'espère pas avoir été trop long, ni trop abstrait, ni trop abscon. Et je vous propose, avant de passer aux questions-réponses, comme on le fait traditionnellement, d'applaudir les soignants, les secours, toutes celles et ceux qui nous aident à nous battre à l'heure actuelle. Voilà, s'il y a des questions-réponses, donc avec Fred. Alors, il y a des questions, je reviens en arrière parce qu'il y a tous les gens qui remercient, là, les applaudissements. Ne pensez pas à chaque fois qu'il y a les applaudissements que c'est la fin du webinaire, il y a encore des questions. Ça consiste en quoi une page de site consacrée aux cartes cadeaux, à quoi cela ressemble? Bon, là, ce sera difficile de montrer, mais…
Oui, alors c'est une page que vous devez faire vraiment mettre en valeur dès la page d'accueil de votre site en disant une bonne idée pour vos parents, pour vos amis. Et là, vous devez exposer, comme on le fait d'ailleurs sur les sites Magic, toutes les cartes cadeaux. Nous, on vous conseille de le faire dès la page d'accueil parce qu'il faut que vous montriez que vous avez ce genre de dispositif. Donc, il faut montrer les cartes cadeaux que vous avez proposées à la vente avec une valeur, avec l'explication précise et que ça soit bien et expliquer aussi que ça soit bien que les gens les achètent chez vous plutôt que chez les professionnels des cartes cadeaux, puisque vous allez offrir une plus grande flexibilité d'utilisation. Vous allez peut-être mettre un bonus s'ils viennent l'utiliser en septembre. Vous allez leur proposer de l'upgrade, vous voyez, ce genre de choses. Donc, donnez-leur envie d'acheter les cartes cadeaux en direct chez vous. Tarif last minute pour une chambre d'hôte. Est-ce que les clients qui ont réservé 2 semaines avant ne seront pas frustrés de savoir que ceux qui ont réservé 2 jours avant ont payé moins cher? Oui, c'est malheureusement la règle, hein. Vous savez, quand on est, y compris ceux qui vont, moi, ce n'est pas mon cas, mais ceux qui vont au Club Med, c'est souvent la blague, hein. Ils se retrouvent tous autour d'une piscine, vous avez 80 personnes, et puis il y a 80 personnes qui ont payé un tarif différent. Dans un avion, c'est pareil. Il y a un avion, il y a, je crois, 50 classes tarifaires hein, pour le même vol. C'est pareil dans l'hôtel, c'est pareil dans le TGV. Donc, les clients savent que vous appliquez des règles de yield management et que par conséquent, c'est aussi leur intérêt, même si quelqu'un paye moins cher, que votre établissement soit bien rempli parce que ça vous permet de garantir le bon service. Est-ce qu'une campagne courte d'une semaine ou deux a-t-elle un impact sur les ventes ou faut-il qu'elle soit plus longue? Campagne courte, si le message est percutant, si l'offre est percutante, ça fonctionne. Et il faut effectivement, on sait que dans la psychologie du consommateur, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à prononcer l'urgence en disant attention, plus que 3 chambres ou 3 séjours à un prix exceptionnel. Donc il faut vraiment donner cette notion d'urgence, d'offre un peu rare. C'est ce qui fait l'intérêt des campagnes courtes. Les petites maisons d'hôtes ont les moyens financiers de faire toutes ces campagnes? C'est comparer ce que vous payez de temps en temps à des OTA. Si vous passez par les OTA, regardez ce que vous investissez dans certains annuaires qui peuvent, certains sont plus ou moins efficients pour vous apporter de l'efficacité et détourner des fois de l'argent pour faire des campagnes. Encore une fois, ne faites pas l'erreur de confondre les investissements que vous faites pour la visibilité, où le retour n'est pas mesurable, ou absolument pas mesurable, et les investissements que vous faites pour la conversion. Si vous faites des investissements pour la conversion, vous cherchez la conversion, et qu'aujourd'hui l'essentiel de votre conversion est apporté par des OTA, oui, ça vaut le coup de consacrer 200, 300 euros, 400 euros par an pour ce genre de campagne. Encore une fois, n'investissez pas les 400 euros sur une campagne, hein. Faites des tests à 50 euros, 80 euros et mesurez, vérifiez. Là, bon, quand commencer les campagnes cette année, lorsque la date du confinement sera prévue, point d'interrogation. Moi, j'ai envie de dire, dans 2-3 semaines, ça va devenir pertinent si le déconfinement se confirme pour le courant du mois de mai, de faire des campagnes bien pensées sur des offres spéciales ou des cartes cadeaux, mais en garantissant dès la campagne, partez l'esprit tranquille, conditions d'annulation très très flexibles. Voilà, donnez les indications dès la communication de votre campagne, dès vos arguments de campagne, et ça marchera. Voilà, c'était aussi, est-ce qu'on peut commencer déjà des offres de visibilité? C'était un prestataire qui va créer une école de moto, hein, pour aller jusqu'au bout de la question. Alors aujourd'hui, vous ne serez pas très audible, on va dire, sur des portails comme Google. Vous le serez un peu plus sur du réseau social, mais on n'est pas encore dans la bonne période. Voilà. C'est le genre de produit que les gens se décideront d'acheter un peu en dernier moment, enfin en dernier moment, c'est-à-dire au moment où on va leur dire vous pouvez partir en vacances ou vous pouvez y aller avec une certaine prudence. Et donc, les gens vont chercher effectivement à programmer des loisirs autour d'eux parce qu'il y aura quand même pas mal d'opérateurs de loisirs qui ne pourront pas ouvrir dans les bonnes conditions. Donc, ça ne sera pas tout de partir quelque part. On cherchera à avoir un minimum de pratiques de loisirs et donc ça vaudra le coup d'y être à ce moment-là. Il y a pas mal d'assistants ou de séminaires qui nous demandent si on connaît des prestataires qui pourraient les accompagner sur ces domaines-là, Facebook, Google Analytics. Oui, alors Jean-Jérôme pour Facebook va nous proposer des formations. Alors, ça sera des prestations payantes, mais j'ai reçu de sa part des indications. C'est assez très abordable, donc je laisse Jean-Jérôme revenir vers nous. Mais d'ici, je pense, la semaine prochaine,
il va être en mesure de vous proposer ce genre de choses. Et puis Studio Plune, qui était aussi un de nos conférenciers, fait ce genre de prestations, donc ils peuvent vous accompagner aussi là-dessus de manière très efficace, je pense. Enfin, j'ai pas de doute. Voilà, je crois que après, il y a des demandes de faire quelque chose sur Google Analytics, comment créer des newsletters. Donc, on verra Oui, en fonction on aura un de tuto. Voilà, on va passer on va mixer la semaine prochaine à la fois des webinaires et des tutos en live. On va les limiter en nombre de participants pour justement pour qu'on puisse se voir, avoir des échanges en temps réel avec vous. Et on abordera cette façon de gérer des campagnes newsletter, comment composer son fichier client, comment le qualifier. Et là, pareil, avoir les bons messages, les bonnes offres et faire pointer les clients sur les bonnes adresses. Voilà, je crois qu'on va te laisser respirer. Ouais, je vous remercie. La prochaine session de travail, donc, c'est demain. Demain, on aura 3 invités, peut-être 4. On attend une réponse, enfin 5. Il y en aura un qui sera enregistré, c'est Patrick Lévy. Donc demain, on a 3 invités qui sont des représentants éminents, on va dire, du monde des organisations de gestion de la destination, des offices de tourisme, des comités de tourisme, ou des CDT, des CRT ou des DMO, on est là-dedans. Je le dis, moi, je considère que les DMO vont avoir un rôle primordial à jouer dans la relance dans vos destinations. Donc, il y aura Jean-Luc Boulin, qui est le directeur général de la Mona en Nouvelle-Aquitaine, qui est très au contact à la fois des offices de tourisme et des CDT, et qui est quelqu'un qui appelle à ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment à l'avant-scène de la mutation culturelle des offices de tourisme vers l'accompagnement des professionnels, et qui plus est dans cette période extrêmement inédite de post-Covid, où là, il va falloir se réinventer, apporter des idées nouvelles. Et donc, il est à ce titre en charge d'animer son réseau d'offices de tourisme, sur faire sortir aussi du jus de cervelle et apporter des idées. Il vous en fera part demain. Il y a des choses très, très intéressantes à partager. Christelle Taillarda est la patronne du tourisme dans le Haut-Champagne, et c'est quelqu'un qui est très à la pointe aussi de tout ce qui est marketing, smart data, smart object, donc pour pouvoir apporter des réassurances aux consommateurs. Et je pense qu'avec Christelle, on aura des échanges, et avec vous, très intéressants. Et Christophe Marché, qui est le directeur général adjoint d'ADN Tourisme. ADN Tourisme, c'est le regroupement de la fédération des ex-fédérations des offices de tourisme, ex-fédération des CDT et des CRT. Il sera ou pas peut-être accompagné de Véronique Brison, qui est la directrice générale, en fonction de ses disponibilités, qui elle a plutôt cette verticale CDT. Et donc, Christophe sera à la fois le porte-parole des offices de tourisme dans ce qu'ils sont en train de penser, de raisonner, de mettre en place. Alors, toutes les propositions ou toutes les idées qui seront lancées demain ne seront peut-être pas toutes appliquées par vos offices de tourisme et vos CDT, mais en tout cas, vous pourrez vous en faire les porte-paroles, voire les appliquer. Et pour celles et ceux, il y a beaucoup de professionnels qui participent à ces conférences, qui sont eux-mêmes administrateurs d'office et de CDT. Vous pourrez vous enrichir de toutes ces propositions, et vous verrez qu'elles seront très percutantes. Donc, à ce titre-là, n'hésitez pas demain encore à poster vos propositions sur le sondage qu'on a lancé sur les bonnes idées que vous pourriez mettre en place avec les DMO. Patrick Lévy sera là, mais par la voie d'un enregistrement sur ce qui va se mettre en place sur le Morbihan. Et beaucoup de territoires partenaires de Helloa aussi sont en train de nous faire part des opérations qui vont lancer. La semaine prochaine, on repartira sur un cycle, évidemment, de webinaires avec des intervenants de haut vol. Vous verrez, on aura des sujets super intéressants à aborder. Le chèque vacances connect, Didier Arino, qui est que vous voyez très souvent à la télé, qui est le patron de ProTourisme, qui va nous faire de la prospective. Donc, merci encore à toutes et à tous de votre participation. Je vous souhaite un bon appétit. Il est midi, ça a été très riche. Merci de vos messages. J'en ai vu passer quelques-uns, malgré le fait que j'étais en mode présentateur, donc je ne voyais pas tout. Mais vraiment, merci beaucoup. On se fatigue un peu à préparer ces webinaires, mais vos témoignages et vos remerciements sont un vrai moteur, un vrai encouragement. Et j'en suis très, très heureux. Et toute mon équipe, parce que ce n'est pas que moi, ce n'est pas que Frédéric, c'est toute l'équipe Helloa qui est derrière, qui nous permet de nous mobiliser sur ces webinaires, parce qu'il y a 30 personnes derrière qui sont en télétravail, et qui, au support, au développement de techno, à la compta, aux ressources humaines, à la gestion financière, aux ventes, évidemment, aux relations avec les professionnels, sont sur le pont, j'ai envie de dire, quasiment matin, midi et soir. Donc, merci à toutes et à tous. À très bientôt et à demain.